Pour ceux et celles qui n'ont pas pu y assister, voici le quatrième bloc de notre congrès de novembre 2025. Celui-ci est intitulé Relations entre formation et professionnalisation, expériences vécues. Ce bloc met en lumière les expériences croisées entre les milieux académiques et professionnels afin d'identifier les atouts et les défis de la formation en géographie pour le milieu du travail. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde, merci d'être là. Merci d'être là à cette dernière activité de la semaine du congrès 2025 du RGQ. Donc aujourd'hui, là, vous êtes sur le panel, en fait, relations entre formation et professionnalisation, donc expérience vécue. Avec nous, on a deux binômes, deux duos invités que je vais présenter un peu plus tard, mais là, je vais me concentrer sur vous expliquer un peu comment ça va se passer le prochain 2 heures ensemble. Euh, dans le fond, il va y avoir le premier binôme qui va être, je vais les présenter après, là, mais qui est composé de Laurie Guimond et de Charlotte Delumer, qui va nous expliquer un peu 25 minutes, 30 minutes, qui vont discuter ensemble euh, en fait, du sujet du panel. Ensuite de ça, on va avoir un 15 minutes où on va pouvoir discuter avec vous si vous avez des questions pour le premier duo. Ensuite de ça, ça va être le second duo, donc qui est composé de Yann Roche et de Laura Barreto Palacio. Euh, Puis ensuite, on fait un autre petit 15 minutes de questions. Puis après ça, on se retrouve en grand groupe, puis on jase ensemble pendant une trentaine de minutes. Je vais dire de tout et de rien, mais en fait, de questions plus ouvertes, en fait, là, sur le sujet du panel. Donc, voilà. Comme on est un petit groupe, je vous inviterais quand même à, si ça vous tente, d'allumer vos caméras, pour que ça soit un petit peu plus interactif. Ce serait le fun, mais comme à votre discrétion. Évidemment, les micros vont être fermés, en fait, pendant les discussions des deux duos, mais vous pourrez évidemment allumer vos micros quand vous aurez des questions à poser à nos duos. Évidemment, en fait, l'enregistrement est parti. Donc, aujourd'hui, le panel, les discussions sont enregistrées parce qu'il va y avoir potentiellement une diffusion ultérieure sur le site web du Regroupement des géographes du Québec. Donc, voilà. Puis, ouais, n'hésitez pas aussi à vous préparer des questions pendant que les binômes discutent pour justement que ce soit interactif après, pour qu'on puisse discuter ensemble. Euh, donc voilà, le premier duo, comme je disais, donc, est composé de Laurie Guimond, qui est professeure au département de géographie à l'UQAM, et aussi de Charlotte Bellemer, qui en fait a fait son bac et sa maîtrise au département de géographie, maîtrise recherche, qui était sous la supervision de Laurie, qui est maintenant enseignante au collégial au Cégep Édouard-Montpetit. Donc ça va être le premier duo qui va commencer. Puis le second duo, je vais le présenter tout de suite parce que je ne vais pas nécessairement les présenter tout à l'heure, là. Composé de Yann Roche, qui est aussi professeur au département de géographie à l'UQAM, et de Laura Barreto Palacio, qui est en fait une diplômée aussi de chez nous au DESS en SIG. Donc, je vais les laisser parler de leur histoire, puis de leur parcours académique, et puis leur cheminement en fait vers la vie professionnelle. Donc voilà, je laisserai Laurie puis Charlotte commencer d'abord. Donc, bon panel tout le monde. Merci, Caroline. Parfait. Merci, Caroline. Donc, puisque les deux, on est enseignantes, on voulait commencer d'une manière un peu plus originale et pour se mettre dans le bain, vous faire une petite mise en situation avant de se présenter puis avant de plonger dans le sujet. Donc, on voudrait que vous vous imaginiez devant une classe d'environ 45 personnes étudiantes. C'est des personnes qui ont peut-être été sur leur téléphone dans le corridor en train de scroller sur TikTok. Maintenant, ils sont assis. Il y en a peut-être une dizaine dans la classe qui sont sur leur téléphone. Il y en a peut-être deux, trois qui regardent par la fenêtre, une personne qui regarde au plafond, deux meilleurs amis qui chuchotent. Et en fait, on se pose la question, mais comment on fait, nous, passionnés de géographie, pour en fait leur donner envie d'étudier, leur donner la passion de cette géographie-là. Donc, avant de vous donner des réponses, on aimerait savoir peut-être vous, qu'est-ce que vous feriez là, comme géographe pour donner envie là, aux étudiants de se plonger dans le cours? Grosse question, mais on est curieuse de vous entendre. On est dans une classe de cégep, bien sûr. Oui, une classe de cégep, c'est ça exactement. Oui, de cégep au niveau collégial. Donc, peut-être des étudiants et étudiantes là, de 17 à 19 ans qui sortent parfois du secondaire. Je sais pas si on a des courageux, courageuses qui veulent se lancer.
Ah, il y a Arabelle, je pense qu'elle a la main levée, si je vois bien dans l'écran. Ben, comme c'est ma job de faire ça, mais avec d'aider le monde au primaire et au secondaire sur ces questions-là, je sais pas si je vais répondre dans le sens que vous voulez ou en tout cas, je me suis dit, puis comme tout le monde dort puis pas le goût de participer, je vais être la première qui se mouille. Euh, Moi, ce que j'encourage, c'est toujours d'aborder les thèmes, des sujets en faisant des liens avec la réalité des élèves. Donc, c'est sûr que c'est pas 100%, là, mais peu importe ce qu'on va vouloir aborder, de commencer par quelque chose qui les lie à leur réalité, à leur contexte, à leur milieu. Donc, je sais pas si ça a du sens ou si je pourrais continuer, là, mais ça serait ça. Oui, ça fait du sens comme de situer un peu la géographie dans quelque chose qui peut se reconnaître, dans le fond. Ben, dans quelque chose auquel ils peuvent s'accrocher, puis généralement, ben, le lieu aide parce qu'on est toutes quelque part, puis les élèves sont quelque part, donc puis c'est éminemment, évidemment, géographique quand on commence par le lieu. Super réponse. Merci beaucoup d'avoir brisé la glace. On a Christian. Christian aussi. Tu peux te présenter avant de parler, Christian. Oui, Christian Dubé, je ne suis pas ministre de la Santé, je suis simple géographe. Moi, j'accueille souvent, je suis aussi enseignant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et une des choses que je fais, ça marche. Le niveau de succès est peut-être pas à 100%, mais accueillir les étudiants avec un PowerPoint, avec une image, avec une question, puis un document géographique. Les étudiants, des fois, se posent des questions et souvent, je veux que ça soit un peu énigmatique comme question, là, que ça soit, ça porte à la réflexion. Donc, quand les étudiants rentrent dans la classe, ben, ils savent déjà de quoi on va parler un peu et bon, il y a une question qui leur est posée. Alors, c'est une amorce. Ça n'empêche pas les étudiants de consulter leur téléphone dans la classe après, là, mais au moins ils voient un peu le sujet et une question qui va être abordée dans le cours qui s'en vient. Super intéressant. Merci. C'est une bonne idée. Ah, on a Martin aussi qui aimerait dire quelque chose. Oui, bon, Martin Lapointe, en fait, je suis géographe et non pas joueur de hockey, pour continuer sur la lancée de Christian. En fait, moi, pour avoir donné déjà des présentations au Cégep, ben, je me disais d'arriver avec de l'actualité aussi. Donc de parler de l'actualité, que ce soit international, que ce soit local, puis de faire le lien avec les aspects géographiques de ce qui se passe. Voilà. Oui, super bonne idée de commencer avec un article de journal ou comme ça a été dit aussi, une image qui peut vraiment contextualiser que ben, c'est pas juste dans le passé, c'est dans le présent. Ça peut être super pertinent. Je pense qu'on a eu une question dans le chat de c'était quoi la question qui a été posée. Ouais. Dans le fond, on se demandait, comme géographe, qui justement, ben, on a fait notre formation en géographie, comment on fait pour retransmettre à nouveau cette passion-là, que je pense qu'on a toutes là, dans la salle ici de la géographie, à des étudiants et étudiantes, là, surtout au niveau collégial, là, justement des jeunes là, de 17 à 19 ans. Puis là, on a déjà eu quelques réponses là, de justement situer le lieu, montrer des images, montrer de l'actualité géopolitique, par exemple. Puis on pourra continuer dans la discussion. J'en doute pas, mais oui. Ah oui, donc oui, Yvan, Yann. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, désolé, ma caméra n'est pas en fonction ce matin. Donc, moi, j'ai enseigné la géographie au secondaire pendant 19 ans. J'ai aussi été conseiller pédagogique pendant 18 ans au primaire et au secondaire en univers social. Donc j'ai eu la chance d'entrer dans les classes et de travailler avec les jeunes lors de formation chez moi. Excusez-moi, ma corde me pose des problèmes. Bon. Donc, c'est ça. Donc, moi, lorsque les jeunes me posaient des questions secondaire 1, secondaire 3, lorsque j'enseignais, ben, moi, je les invitais à poser des questions qui étaient issues de leur curiosité. Qu'est-ce qui les intriguait? Qu'est-ce qui les interpellait? Qu'est-ce qui semblait comme étant des zones grises pour eux, etc. Mais là, je leur répondais en vulgarisant, puis j'allais toujours vers la compréhension. Je n'allais vraiment pas seulement vers la transmission d'informations, mais
je m'arrangeais pour qu'ils comprennent. Je répétais, j'utilisais d'autres mots, je faisais des analogies. Ils m'ont toujours trouvé très bon en dessin au tableau, donc je faisais des diagrammes, des graphiques, bon, et tout ça. Donc, il y avait l'aspect visuel qui rentrait en ligne de compte. Mais c'est ça. Puis si c'était des éléments qui étaient issus du programme de formation comme tel, ben encore là, moi, je ciblais toujours la compréhension, jamais seulement la transmission ou le savoir pur. Donc, j'interpellais les jeunes, puis on s'arrangeait pour créer des situations où on déconstruisait une idée. Puis là, il y avait plus dans ces situations-là qui étaient créées. C'est sûr que c'était pas toujours possible de le faire. Mais lorsque le prof n'est plus un prof, puis lorsqu'un élève n'est plus un élève, mais qu'on est des personnes devant une problématique, tout le monde contribue, tout le monde amène son idée. Puis là, on est dans la construction de concepts, puis on essaie d'élaborer, puis de valider qu'est-ce qui serait un bon paramètre, une bonne caractéristique, etc. Puis là, ben, la cloche sonne, puis on est dans la classe, on était des profs, des élèves, mais on était juste des personnes, donc c'est vraiment des moments magiques. Donc, c'est ça que j'essaie de créer dans ma classe. Je pense que c'était gagnant, vraiment. Puis, comme je suis un passionné de géographie, vous devez le sentir, ben, je transmettais cette passion-là, puis les élèves le reconnaissaient. Donc, c'était aussi ma façon de transmettre la géographie comme telle. Moi, j'aurais aimé ça vous avoir comme enseignant. Ouais. En tout cas, C'est ce que je me disais aussi. Merci, Ouais. c'est très gentil. Ben, merci du partage. Là, ce que j'en retiens, c'est ça. Ben, je pense qu'on est tous et toutes là, des personnes passionnées. Puis c'est aussi dans le partage, aller chercher les expériences aussi de ce que comprennent les étudiants et étudiantes. Puis en fait, ben, on pourra en revenir, là, comme Laurie a dit là, dans notre présentation un peu, ben, justement, ça a été quoi la transmission là, de la géographie un peu dans mon métier là, qui est d'être enseignante. Donc, ben, on va commencer avec notre présentation. Puis, je voulais juste te rassurer, Charlotte, ça arrive aussi à l'université, même quand ils ont choisi la géographie, qui s'en donnent dans les salles de classe. Oui, c'est ça. Non, c'est pas juste au cégep. C'est ça. En tout cas, on aimerait que nos étudiants et étudiantes participent comme vous avez participé là, déjà dans les premières minutes. Merci beaucoup de votre participation. Oui, puis ben donc, on avait pensé se présenter, mais c'est déjà fait. J'ajouterais juste à la présentation que Caroline a fait de Charlotte. Donc, Charlotte, c'est ça, elle a fait sa formation complète ici au département de géographie de l'UQAM au sein de notre équipe. Et puis, elle est enseignante après avoir tenté l'expérience dans plusieurs cégeps, Saint-Hyacinthe, Collège militaire de Saint-Jean et Marie-Victorin. Maintenant, elle est son port d'attache est cégep Édouard-Montpetit. Et puis, elle continue sa formation en suivant le programme court en pédagogie des études supérieures à l'UQAM, donc en formation continue. Et merci, Charlotte, d'avoir brisé la glace. Merci, Laurie. Donc, j'aimerais aussi poursuivre sur la présentation de Laurie. Donc, comme vous savez, elle est enseignante au département de géographie à l'UQAM, mais c'est aussi une passionnée du Nord, évidemment de la géographie, mais aussi des petits fruits. Puis elle partage sa passion de la géographie justement par l'enseignement, mais aussi par la création de formations. Et bien, elle travaille aussi justement en recherche. Elle fait beaucoup de projets, bien, comme moi, comme étudiante, j'ai pu participer. Donc, les communautés, les collectivités avec lesquelles elle fait les recherches sont impliquées, les personnes étudiantes aussi. Puis, elle a vécu ses premières expériences d'enseignement en Basse-Côte-Nord, à la Tabatière, à Nutaquan, donc justement passionnée du Nord, passionnée de la géographie. Puis, elle a fait son bac en enseignement. Donc, justement, c'est aussi, elle est aussi formée en enseignement, géographie et histoire à Bishop. Puis ensuite, elle a fait une maîtrise et un doctorat à l'Université d'Ottawa et elle est prof depuis 2013 déjà à l'Université à l'UQAM. Puis, ses recherches portent surtout sur tout ce qui est milieu nordique, relations interculturelles et beaucoup ancré dans l'expérience terrain. Puis on va pouvoir vous en parler un petit peu aujourd'hui. Moi-même, j'ai eu la chance de participer à plusieurs terrains avec elle dans le Nord. Donc voilà, voici Laurie Guimond qui va enchaîner avec une présentation générale en fait des avantages de la formation en géographie. Donc je te lance la parole. Oui, puis là, ben, en se préparant, Charlotte et moi, on avait plusieurs idées. On a essayé de... On a privilégié la méthode d'entonnoir. Donc, on va commencer un petit peu plus large, puis on va se diriger vers la profession de Charlotte.
Et donc, il y a des choses qui ont ressorti lundi. D'ailleurs, j'étais en ligne lundi matin, puis il y a des éléments de la géographie qui sont ressortis, donc ça devrait vous parler aussi. Donc, les avantages de la formation géographique pour la préparation au milieu de travail, ben, c'est une formation qui forme d'excellentes généralistes qui savent lire les territoires, les espaces, les lieux, les paysages, mais non seulement les lire, mais les comprendre, comprendre les milieux naturels et culturels qui façonnent le monde. Puis ce monde-là, on sait, hein, il est de plus en plus complexe, puis il est complexe à la base. La semaine dernière, on avait un collègue, Mario Bédard, qui expliquait que finalement, le travail des géographes, si le monde est une pelote de laine, les géographes, ce qu'ils font, c'est qu'ils étirent les ficelles pour essayer de le comprendre, puis après ça, la pelote se reforme. Donc, on admet son interdisciplinarité puis sa complexité de cette façon-là. Donc, c'est un atout, ça, dans les milieux de travail, d'avoir cette capacité-là, finalement, de comprendre la complexité du monde. Et cette compréhension-là, elle est certainement extrêmement utile, voire nécessaire, surtout avec les enjeux du 21e siècle qu'on connaît. Donc, la lecture scalaire, c'est un autre atout aussi dans peu importe les milieux de travail. C'est une force de la formation en géographie généralement, cette compréhension-là globale du monde, mais aussi ces inégalités qu'elles soient socio-économiques, qu'elles soient sur l'accès aux ressources aussi, sur les dynamiques démographiques, les dynamiques du climat, la répartition des populations, les enjeux géopolitiques. Donc voilà, cette perspective multidisciplinaire, ça ressortit aussi lundi, hein, c'est cette perspective multidisciplinaire-là complète en sciences naturelles, sciences sociales, les outils géographiques, numériques, techniques également. La géographie, la formation en géographie permet aussi une ouverture culturelle. Donc, les étudiants et étudiantes en géographie acquièrent une bonne connaissance des cultures, des relations interculturelles aussi, des systèmes politiques dans lesquels elles s'inscrivent, les dynamiques locales, régionales, nationales, internationales également. Et sur le point des outils méthodologiques, les géographes, une formation en géographie, comment ça prépare bien au milieu du travail? Ben, c'est aussi les expertises méthodologiques qui sont particulièrement appréciées des employeurs, puis on l'entend souvent également, donc des compétences diverses et complémentaires, que ce soit en cartographie, que ce soit en vulgarisation scientifique, en capacité de faire une synthèse des connaissances acquises, peu importe l'enjeu, l'analyse de données spatiales, les expertises en laboratoire, échantillonnage, la gestion de projet également, ça c'est souvent souligné, la géomatique, les méthodes qualitatives, quantitatives, donc tout ça sont des atouts finalement pour les employeurs qui ressortent. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le petit tour d'horizon qu'on avait discuté, mais il y aura d'autres choses à ajouter plus tard. Oui, bien, c'est parfait. Merci, Laurie. Donc, moi, j'aimerais vous amener un peu plus spécifiquement pour mon parcours qui m'a amenée justement comme enseignante au collégial. Donc, comme Laurie l'a dit, il y a plusieurs avantages à la formation comme géographe. Donc, j'aimerais vous parler peut-être des avantages qui sont venus à l'intérieur du contenu des cours qui est un peu plus dans le parcours scolaire typique et aussi des avantages qui sont ressortis de tout ce qui est à l'extérieur de la salle de classe, que ce soit des implications, de pouvoir travailler avec des professeurs, puis en fait, comment ça se reflète avec mes étudiants et étudiantes aujourd'hui. Donc, pour ce qui est à l'intérieur des cours de la salle de classe, Laurie le dit, on se fait vraiment dire qu'on a une bonne formation qui est méthodologique. En géographie, on a vraiment une rigueur, on apprend à faire des recherches. On a, ici, par exemple, à l'UQAM, on a 4 cours de méthodologie dans le bac. On en a aussi à la maîtrise. Puis en fait, ça m'a aidé vraiment pour enseigner les cours de méthodologie qu'on a au collégial. Donc, ceux et celles qui ont suivi leur sciences humaines ou qui l'enseignent savent là, que justement, on commence avec méthode de travail intellectuel jusqu'à démarche d'intégration qui amène les étudiants étudiantes à faire des recherches, aussi collecte de données, aller sur le terrain. Donc ça, je pense que ça a vraiment été une force pour donner ces cours-là, mais aussi juste pour la rigueur de bien construire mes cours, d'aller chercher des bonnes références. Puis aussi, comme géographe, on le sait, on va beaucoup dehors, on s'intéresse beaucoup au terrain, à la vraie réalité.
Puis en fait, ben, tout au long de mon parcours, j'ai eu des cours qui m'ont autant amené à aller dehors localement, donc aller sur le Mont-Royal, aller faire des sorties à Montréal, regarder tout ce qui est le cadre bâti urbain, mais aussi sortir de Montréal, aller dans des communautés autochtones, aller sur la Côte-Nord, au nord du Québec. On a aussi eu justement un stage qui allait en Équateur. On fait des sessions à l'étranger. Donc, ça nous amène vraiment à être sur le terrain. Puis, en fait, ben, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais ça m'a vraiment amené à développer ce côté-là qui est actif, qui est terrain dans mes cours que j'enseigne. Puis aussi, ben, je trouve que les cours sont très variés. Les géographes, on dit souvent qu'on est partout, qu'on se retrouve partout et qu'on touche à tout. Ben, j'ai autant eu des cours de géopolitique, de agricole, de géographie du monde, de géographie des relations interculturelles. Puis en fait, c'est tous des sujets là, qui peuvent se retrouver maintenant là, que je peux être comme généraliste dans les cours d'introduction qui m'aident à enseigner. Mais comme je vous disais, il n'y a pas juste à l'intérieur des cours, il y a aussi tout ce qui est le parcours scolaire. Puis en géographie, on a beaucoup un volet recherche et j'ai été amenée avec quelques professeurs et notamment Laurie à être auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche également. Et ça m'a vraiment amené ben, à toucher peut-être à voir c'était quoi le rôle d'enseignante. Justement, j'avais fait de la correction pour Laurie, j'avais sauvé un examen, donc c'était comme un peu une première expérience là, devant la salle de classe, c'est pas juste comme étudiante. Et il y a aussi eu tout ce qui est implication étudiante, donc de pouvoir voir un peu c'est quoi, comment fonctionne un département, de participer à des réunions, de s'impliquer, justement, comme Laurie l'a dit, peut-être de développer quelques projets un peu plus étudiants. Et ben, dans mon parcours, un des avantages aussi, ça a été la possibilité de pouvoir faire des conférences qui m'a amené peut-être un peu plus là, à développer tout ce qui est vulgarisation, être un peu plus à l'aise devant une salle de classe. Donc, je vous dirais que tout ce volet-là qui était à l'extérieur, c'est peut-être pas tout le monde là, qui va avoir accès à tous ces volets-là, mais j'ai été très chanceuse là, avec Laurie qui m'a amené plusieurs fois sur le terrain pour faire des recherches aussi, développer des contacts et développer un peu plus là, cette rigueur-là de la géographie. Et aujourd'hui, ben, comment ça se reflète dans mes cours? Ben, comme je vous disais, il y a un volet terrain qui est très actif dans les cours que j'enseigne. On offre notamment un cours pendant la semaine de lecture où est-ce qu'on va à Rimouski, donc voir par exemple notre collègue Étienne qui habite là en ce moment, où est-ce qu'on a on rencontre plusieurs intervenants, tous les enjeux qu'on a vus dans le cours précédemment, que ce soit sur le tourisme, l'immigration, la démographie, ben, c'est des choses qu'on va aller voir directement sur le terrain. J'organise aussi beaucoup d'activités d'observation. On évite des conférenciers, conférencières. Les étudiants qui sont à Longueuil ben, vont aller visiter Montréal parce que des fois, pour eux, sont moins habitués, même si c'est juste l'autre côté du pont. Donc, ça, c'est quelque chose qui se reflète beaucoup. Puis, ben, ça me permet justement de partager ma passion de la géographie. Donc, tous les sujets qui m'ont touchée pendant mon bac, ma maîtrise, ben, c'est des sujets que je peux partager, puis toutes les bonnes idées là, qui ont été dites tout à l'heure d'aller les chercher, bien, les changements climatiques, ça peut vous toucher aussi. Tout ce qui est enjeu de l'immigration, bien, comment on fait pour démystifier les préjugés, comment on fait pour aborder des conflits des fois mondiaux qui peuvent être un peu là, sensibles. Donc, voilà. Donc, je vous dirais que c'est vraiment les gros avantages là, que je me suis sentie quand même assez formée là, pour débuter comme jeune enseignante. Donc, voilà. Donc, je passerai la balle à Laurie pour les défis généraux. Ouais, je pense que c'est ça qu'on s'était dit. Je pense Ou non, tu commences. Oui, je peux commencer. Oui, je vais commencer avec des défis qui sont plus spécifiques à ma formation. Donc, voilà, je vous ai dit tous les avantages là, qui ont réussi à me former. Par contre, comme Laurie l'a dit, bien, là, je suis en train de me former surtout en pédagogie comme enseignante. Donc, je suis le micro-programme en pédagogie de l'enseignement supérieur aussi à l'UQAM. Donc, je suis restée pas trop loin parce que je trouve que le programme des géographies en général est très axé sur la recherche, peut-être un peu moins sur les autres métiers. Donc, ça nous amène cette rigueur-là, ça l'amène une curiosité, être capable de monter des projets. Mais effectivement, du fait que les professeurs sont formés en recherche, souvent ont un doctorat, vont enseigner ce qu'ils ont suivi dans leur recherche et que aussi dans la majorité des cours, c'est ça qu'on apprend à faire, là, développer c'est quoi un cadre conceptuel, apprendre une question de recherche. Le volet justement de peut-être être enseignante ou un autre métier est moins présent. Donc, je trouve que c'était nécessaire pour moi d'aller chercher cette formation-là. Et ça m'arrivait en entrevue là, de me le faire dire,
tu as un beau CV, mais est-ce que tu as de l'expérience vraiment concrètement en enseignement? Est-ce que tu connais la pédagogie? Ça ressemble à quoi tes évaluations? C'est quoi tes pratiques? Puis là, j'étais un petit peu prise de cours où est-ce que je le connaissais un petit peu moins. Donc, voilà, il y a peut-être un écart là, entre la formation très théorique qu'on apprend, même s'il y a beaucoup un volet terrain, et le volet pratique après qu'on va venir mettre dans nos cours. Mais j'amènerais aussi le fait que ben, le cheminement professionnel en géographie n'est pas toujours linéaire. Je pense que juste dans mes collègues là, au cégep où j'enseigne, il y en a beaucoup qui ont travaillé avant, il y en a qui ont fait de la recherche, il y en a qui ont été pour la ville, etc. Donc, je pense que c'est normal comme géographe là, de justement, on aime toucher à tout, de se déplacer et c'est correct là, d'aller chercher des formations supplémentaires. Puis, ça m'amènerait peut-être aussi le questionnement, mais comment on fait pour collaborer un peu plus avec les universités, faire ce meilleur pont-là, puis garder le contact là, avec nos anciens collègues de l'université qui se ramassent là, un petit peu partout, un petit peu éparpillés. Donc là, j'en serais là-bas. À l'œuvre pour les défis un peu plus généraux. Ben, un de nos grands défis, puis je l'ai entendu lundi aussi, c'est que même si les géographes sont reconnus, sont même très reconnus, appréciés dans les milieux de travail, ben, ils sont généralement peu connus. Donc, on dirait qu'on vit avec le legs du méga stéréotype de la géographie, de la connaissance des capitales, de leur localisation sur une carte, etc. Donc, pourquoi, puis je ne veux pas juste blâmer l'enseignement secondaire, là, des Yvan, des monsieur Yvan Aymon, il y en a partout, il y en a partout. Mais pourquoi est-ce que ça serait le legs des... Est-ce que ça serait que les géographes vivent avec le legs de la géographie enseignée au secondaire, qui est axé plus sur, peut-être sur la construction d'une base générale sur le monde puis les sociétés qui les habitent, ou après ça, cette exploration-là, disons, cette base générale, elle est un petit peu plus poussée au cégep. Puis là, Charlotte, tu pourras en parler. Qu'est-ce que tu enseignes au cégep après? Puis à l'université où on cherche à approfondir, à mieux comprendre, approfondir la compréhension des relations entre le fonctionnement des territoires à différentes échelles, spatiales, mais aussi temporelles, tant pour les milieux naturels que culturels. Ça forge l'esprit critique, tout ça. Mais de faire connaître cette force-là de la géographie, ça reste un défi important. Je pense qu'on y fait toute face, là. Donc, faire connaître sa richesse auprès des jeunes, mais pas juste les jeunes, mais aussi l'ensemble de la population en général, parce que la géographie est très bien placée pour contribuer à trouver des solutions aux enjeux auxquels on fait face, d'où l'importance de démystifier ou déconstruire ces mythes-là liés à la géographie, puis montrer quelle est réellement, finalement, comme le fait dans ses cours Charlotte au cégep, finalement. Oui, peut-être pour répondre à la question de Laurie, justement, par rapport à ce qui est enseigné dans les cours, bien, ça m'arrive souvent, le premier cours, ce que je commence, c'est bien, qu'est-ce que vous connaissez de la géographie, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Et souvent, ce qui ressort, c'est comme, ah, est-ce qu'on veut encore colorier des cartes? Fait que c'est une technique qui peut exister, mais justement, c'est un peu le stéréotype que les étudiants et étudiantes vont avoir. Si on va apprendre toutes les capitales par cœur, tous les pays par cœur, on va colorier des cartes. Et moi, je leur dis, je ne connais pas la planète entière par cœur, même moi, comme enseignante, c'est pas ça qu'on va faire. Puis justement, on rentre dans des sujets, oui, on apprend un peu la cartographie, les outils, mais après, souvent, ils sont surpris qu'on a des cours thématiques où est-ce que, bien, comme je vous disais tout à l'heure, on a un cours sur les changements climatiques, on a un cours sur le tourisme, on a un cours sur les enjeux autochtones, on a un cours sur l'immigration, et etc., etc. Puis souvent, on va être comme, ah, OK, on pouvait parler de ça en géographie, puis ils vont trouver ça super intéressant. Donc là, je parlais du cours d'introduction, mais on a aussi des cours de géopolitique, même géographie de la santé, un nouveau cours qui est ouvert là, au cégep. J'avais aussi déjà donné un cours de géoculturel à Marvic, justement. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des avantages et des défis. On serait curieux et curieux, mais on serait curieuse, en fait, de vous entendre si vous avez des questions, des idées et des commentaires. Donc, voilà, merci. Véronique? Oui, ben, j'avais une question avec toutes les coupures, tout ça. Comment tu fais pour aller sur le terrain? Il y a encore du budget pour amener au cégep les étudiants sur le terrain? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une excellente question.
Les sorties qu'on fait qui sont plus locales, par exemple, on fait une sortie avec l'autre Montréal qui vient nous chercher en autobus scolaire au cégep, qui ont fait un petit tour dans Montréal. On fait payer les étudiants 17 pour la sortie, ce qui est quand même beaucoup comparé à avant. Là, ça a monté de 5 à 17 5 à 17 en un an. Sinon, je les envoie aussi en terrain, justement, cet après-midi. Mon cours est levé parce que chaque étudiant et étudiante en équipe sont assignés à un quartier, vont observer la gentrification, ségrégation socio-spatiale. Puis en fait, ben, ça, c'est par leurs propres moyens. Donc, ça ne coûte pas nécessairement d'argent. Pour ce qui est le cours à Rimouski, je vous dirais que c'est quand même très apprécié parce qu'on a d'autres cours terrain là, qui sont à l'international, que là, c'est les profs plus en qui les donnent, que là, c'est des coûts de 2 000 à 3 000 par personne. Puis je vous dirais que d'avoir le stage à Rimouski, bien, ça donne un accès à faire de la mobilité qui est à moindre coût, là, comme c'est 350, 375 pour la semaine, hébergement, transport. Il y a aussi du financement qui est prévu. Et on a aussi c'est ça, on a un service de la mobilité qui nous aide beaucoup là, pour ça. Et puis sinon, on fait aussi venir des conférenciers, conférencières là, qu'on va faire venir une fois pour tous nos groupes, par exemple, ou pour une partie des groupes, puis qui vont nous faire du terrain sur le cégep, sur le milieu du cégep. Ceux et celles qui étaient là au colloque là, des profs en géographie au collégial en juin, on en avait un peu parlé, comment faire du terrain qui est à moindre coût, qui est au cégep. Des fois, il y a des rallyes qui se font dans d'autres cours également. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, on l'a senti là, que ça coûte plus cher. On a aussi senti que pour les projets internationaux, il y a moins d'étudiants et étudiantes qui s'inscrivent parce que c'est énorme là, comme coût à donner. Mais c'est un peu ça qu'on fait, qu'on navigue là, pour avoir différentes options. Mais Et merci pour ça. le stage, Ouais. c'est à part d'un cours ou c'est comme une semaine intensive de cours? Comment ça marche, là? Oui, ouais, le stage à Rimouski, dans le fond, ça fait partie du cours d'introduction de première année. Fait que c'est des premières années, première session pour la plupart. Puis, on part, c'est ça, quelques jours pendant la semaine de lecture, puis ils terminent plus tôt. Donc là, par exemple, eux, leur examen, c'est la semaine prochaine, à la semaine 12. Donc, ça fait aussi cet avantage-là qu'ils disent, ah, ben, j'ai un cours de moins pour la fin de la session. Ça permet d'alléger un peu. C'est sûr que là, ils perdent leur semaine de lecture pour faire leur lecture ou leurs études, justement. Mais c'est comme ça là, que ça fonctionne pour le stage. Merci. Merci. Non? Ben, moi, je vais revenir à la question de départ qui est quels sont les atouts du géographe, là. On me l'avait enseigné à l'université, mais pas de façon explicite. Euh, Puis quand je suis arrivé sur en fait, comme enseignant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la compétence qu'on devait enseigner, c'était qu'est-ce que la géographie, quel est l'apport de la discipline à la compréhension du phénomène humain. C'était le cours d'initiation. Et là, on a eu à se poser comme question, c'est quoi nos originalités par rapport aux autres sciences humaines? Puis on en a identifié trois, les collègues ici et moi. Puis la première chose, c'est que on a un regard spatial sur les phénomènes et ça inclut l'usage de la carte, bien sûr, mais aussi le terrain. Et ça, c'est pas les autres disciplines, c'est pas des outils privilégiés par les autres disciplines en sciences humaines. On est des spécialistes de changement d'échelle. Alors, on peut étudier des phénomènes vraiment là, à l'échelle locale, régionale et internationale. Et l'autre atout qu'on a, on est multidisciplinaire. Là, toutes les sciences humaines vont dire qu'ils sont multidisciplinaires, mais on intègre en plus les disciplines physiques. Donc, je vois mal les historiens étudier, je ne sais pas moi, l'érosion ou l'impact de l'érosion sur les communautés en Gaspésie, là. Donc, ça, c'est une de nos originalités, c'est le caractère multidisciplinaire. Et parce que c'est multidisciplinaire, ben, on est des généralistes et on est aussi des gens de synthèse. On n'a pas le choix. Donc, ça, c'est un peu, là, je pense, nos atouts principaux. Puis si je reviens au défi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit là. On est peu connu, peu reconnu. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un monde où on donne la parole dans les médias aux spécialistes et nous, on est des généralistes? Je me pose la question un peu. Puis l'autre élément que je veux dire, c'est que oui, la perception la perception de la géographie là, encyclopédique, ça, je pense que ça va nous coller à la peau longtemps.
je ne sais pas quoi faire pour corriger ça, à part donner des bons cours. Alors, Ouais. c'est ça, c'est un peu ça, là. Mais je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, mais en tout cas, j'essayais de ramasser ce que vous aviez dit. Pour ce qui est des autres éléments qui ont été mentionnés, par exemple, je suis pas sûr que ça soit unique à la géographie. Tu sais, qu'on soit des bons chargés de projets, on retrouve ça dans les d'autres disciplines aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, là, mais c'est pas une originalité nécessairement à la géographie. En tout cas, c'est mon point de vue. Si je peux me permettre sur ce point-là, c'est dans toute la préparation au terrain, tu sais, la gestion de Ah, projet, ah ouais. c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment une originalité aussi dans la formation, c'est qu'on se prépare, on prépare les étudiants et étudiantes, puis eux-mêmes, ils ont une autonomie, une prise en charge dans la gestion de leur projet d'études ou leur projet dans un cours de métaux, par exemple, où ils doivent voir au financement, où ils doivent voir à la mise en relation avec les intervenants sur le terrain, l'organisation. Donc, je ne suis pas certaine qu'ils font ça en sociaux ou en anthropo ou en, ben, peut-être là, au cycle supérieur, là, mais en tout cas, déjà, dès le bac en géographie, c'est une compétence qui est vraiment importante. Mais oui, merci pour la synthèse, c'est vraiment clair. Oui, vraiment. Ben, Un bon merci. vulgarisateur. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Yann? Merci. Je pensais que cette partie-là, on était peut-être plus pour en discuter dans la dernière partie de de la présentation aujourd'hui, mais je voulais juste intervenir sur ce que vient de dire M. Aymon. Je suis d'accord avec lui à 99% des choses, c'est tout à fait vrai et pertinent. Il y a peut-être une chose pour ce qui est du terrain. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec des anthropologues et les anthropologues, ils font des terrains de 3, 6 mois, des fois plus dans des communautés. Et souvent, quand on travaillait avec eux et qu'on allait faire du terrain avec eux, ils nous regardaient un peu en rigolant en disant, ah ben c'est le peu de temps que vous faites de terrain par rapport à nous. Et ils nous regardaient un petit peu de haut par rapport à ça. C'était assez drôle. Puis l'autre chose, c'est l'aspect multidisciplinaire, c'est tout à fait vrai aussi. Puis même des fois, ça provoquait chez certaines personnes avec qui on travaillait dans d'autres disciplines, ils avaient la sensation, il y en a même un jour qui m'avait dit quelque chose du genre, vous les géographes, vous êtes quasiment comme des vampires, ou du moins des gens qui vont chercher plein de concepts et de notions qui relèvent de nos disciplines à nous, puis vous êtes pratiquement comme presque des imposteurs et tout. Pourquoi vous parlez d'aspects qui touchent à la socio, à l'anthropo, à l'histoire et tout, alors c'est nos disciplines à nous. Puis il y en avait un justement une fois qui m'avait pratiquement balancer ça dans la figure en disant, ben, voyons, c'est pas de la géo, ça, et puis c'est à nous, pourquoi vous venez nous le prendre? Donc, autant c'est tout à fait vrai, et puis on le fait beaucoup, puis c'est une de nos forces, mais autant c'était une chose qui, des fois, entraînait dans d'autres disciplines une certaine, presque, je dirais pas rancœur, ça serait un peu excessif, mais une réaction pas forcément positive. Puis, comme je disais, c'était peut-être une chose qu'on va peut-être aborder plus tard, mais une des choses vraiment spécial. Puis on parle beaucoup des gens qui sont trouvés un emploi avec des diplômes de géographie. C'est un élément qui est absolument marquant comparativement à d'autres disciplines. C'est le fait qu'il n'y a pas dans les offres d'emploi, dans les journaux et tout, on voit très, très, très rarement marqué géographe de demander. C'est les compétences géographiques que vous venez de mentionner, Laurie et Charlotte, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord ici, les personnes qui vous écoutent. Mais en même temps, il faut convaincre plein de monde que c'est ça que vous savez faire en tant que géographe, parce que quand ils voient arriver géographie, effectivement, on parlait des préjugés, c'est souvent ça qu'ils ont dans l'esprit quand on arrive. Ils ont besoin de nous, mais il faut les en convaincre comparativement à d'autres disciplines où ils voient arriver le diplôme, il y a des ordres professionnels, des choses comme ça, puis ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont besoin de nous. Merci Yann. C'est une belle mise en bouche justement pour, oui, la suite là, vers la fin en grand groupe. On pourra revenir sur ce point-là. Je pense que ça va être vraiment intéressant d'entendre les gens parler. Je vais garder Véronique et Yvan pour les deux dernières questions, puis après on va passer au deuxième binôme. Donc Véronique, tu peux y aller. Ben, c'était concernant les enjeux, là, Charlotte, elle a mentionné le stéréotype là, de faire des cartes, colorier des cartes, puis ça me surprend quand même parce que ben, tu sais, mon garçon a commencé en secondaire 1, puis je connaissais déjà un peu aussi le contenu de l'enseignement, mais tu sais, il voit les territoires forestiers, les territoires protégés, les enjeux autochtones. C'est sûr que tu sais, la carte dans l'enseignement reste présent, mais il y aurait tellement un grand potentiel d'aller enseigner
autre chose concernant ces enjeux-là. Ça a quand même évolué, je trouve, avec le temps, là. L'enseignement au secondaire, c'est pas juste, oui, ils apprennent les provinces du Canada, mais ça fait partie de la culture générale, puis les grands cours d'eau, tout ça. Mais c'est pas juste du par cœur de cartes là, que je vois. Mais je trouve ça intéressant l'année prochaine, là, ce que vous voulez faire de jumeler le congrès de l'univers social avec le RGQ, là, parce que ça pourrait amener à des belles réflexions sur la façon d'enseigner ce qu'ils doivent voir au secondaire, puis peut-être de le faire un peu différemment, là. Merci, Véronique. Yvan? Excuse, Caroline, est-ce que je peux Vas-y, juste vas-y. ajouter quelque chose à l'intervention de Yann? Juste pour Vas-y, vas-y. ça sera pas long, mais le défi que tu parles, Yann, aussi par rapport à quasiment à la nomenclature. Les géographes, des fois, ils ne se nomment pas géographes non plus. Tu sais, par rapport aux affichages, aux offres d'emploi, mais même se présenter comme géographe, là, il y a un paquet de géographes qui ne se nomment pas géographes. Donc, on contribue au problème. Les géographes contribuent au problème de pas se nommer, de peur de ne pas savoir qui sont réellement, alors qu'ils sont pleinement géographes. Fait que je voulais juste ajouter ce point-là par rapport à ton commentaire sur le. Bon, il reviendra, là, j'imagine. Yvan? Bon, je suis d'accord avec ce que Christian a dit tout à l'heure. Je pense on est victime, on va être encore victime pour des siècles de la géographie encyclopédique, là. Donc, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Et parce que c'est l'image première que la société a de ce que c'est que la géographie. Hein, c'est le globe terrestre, c'est des cartes, c'est des pays, c'est des capitales, puis ça reste extrêmement difficile à décroter et à enlever. Mais c'est vraiment en persistant et en faisant des choses autres que ces éléments-là que je pense qu'on va finir par parvenir à en sortir. Pour ma part, moi, dans ce sens-là, je pense que les avancées vraiment intéressantes que j'ai faites, au-delà de ce que j'ai dit précédemment, c'est vraiment, j'ai essayé d'amener mes interlocuteurs de l'autre côté de la scène, dans l'arrière-scène. Autrement dit, lorsqu'on va sur le terrain, ou lorsqu'on fait, je sais pas moi, du Google Maps ou du Street View, donc là où l'information n'est pas traitée, là où on est comme pratiquement dans la vraie vie, où là, c'est brut l'information qu'on a. Mais là, je leur disais, on va rentrer dans un monde où l'information est brute, elle n'est pas choisie, elle n'est pas traitée. Donc, c'est extrêmement difficile de dire, bon, qui est quoi, comment, pourquoi, où, etc., qui est une bonne partie du travail de géographe, de travailler en couche, de séparer les informations, de travailler en strates, de dire, OK, on fait une carte politique, bon, sur quoi est-ce qu'on met l'accent? On met l'accent sur le politique. Si on fait une carte thématique sur, je ne sais pas moi, les précipitations, ben, on met l'accent sur les précipitations. On enlève l'information qui n'est pas nécessaire, puis on garde l'essentiel pour comprendre. Là, les élèves, ça faisait du sens. Ils disaient, OK, il y a un choix d'information qui est fait pour favoriser la compréhension. Je dis, oui, c'est exactement ça. Mais quand on travaille en couches en géographie, on peut multiplier les couches, mais on peut en enlever aussi pour favoriser la lecture. Puis une fois que c'est bien compris, on peut peut-être en rajouter une autre qui va faire en sorte qu'on va cheminer dans notre réflexion, puis cheminer dans notre compréhension. Et là, les yeux brillants, les sourires, des questions. Ils ne se sentaient pas habiles à le faire, mais ils comprenaient le processus dans lequel ils étaient embarqués. Donc, ça, là, vraiment génial, là, ça changeait complètement la donne par rapport au globe terrestre, par rapport au type de carte qui leur était présenté, etc. Donc, ça les a aidés à développer un œil critique sur, ah oui, cette projection-là de Mercator, elle déforme la superficie des continents, ne sont pas égales selon les latitudes, etc. Donc, on voyait qu'ils cheminaient. Ça, c'est vraiment intéressant de parler de ça avec les élèves. Ben, merci tout le monde pour vos interventions, c'est super intéressant. Puis garder cette effervescence-là pour la fin, je pense que les discussions vont vraiment être très bonnes et belles à la fin. On passerait en fait au deuxième binôme, donc je laisserai la parole à Yann et Laura pour cette seconde partie. Merci Caroline.
on avait convenu avec Laura qu'on Merci. allait faire une introduction la plus courte possible pour lui laisser plus de temps. Je vais en profiter quand même. J'avais deux choses à faire. Je vais me présenter très rapidement, même si j'ai vu que le public, enfin dans la salle, il y avait une personne qui était là lorsque j'ai commencé à être prof au département de géo. Salut Martin, ça fait longtemps. L'autre chose, donc, je vais quand même me présenter très brièvement. Je vais présenter brièvement le DESS en SIG ou maintenant géomatique. Juste pour dire, parce que je suis prof donc au département de géo depuis maintenant 28 ans, mais j'ai fait mon doc à l'Université Laval au Centre d'études nordiques sur le nord du Québec, sur un projet qui mêlait la géomorpho, la carto, les systèmes d'information géographique, ce qui d'ailleurs était plus ou moins apprécié au Centre d'études nordiques parce qu'il y avait une partie qui n'était pas assez géomorpho, puis on considérait comme un peu étrange dans mon approche comparativement aux géomorphologues purs. Puis ça a toujours été quelque chose, j'ai touché toujours à pas mal de choses, puis je suis plus un généraliste, même si j'ai beaucoup travaillé avec la géomatique depuis que je suis au département de géo de l'UQAM. Il y a même une collègue qui m'avait dit que j'étais non seulement bi, mais pratiquement tri, parce que je touchais géomorpho, j'avais fait aussi de ce qu'on appelle métaux, géomatique, carto, et je termine ma carrière en étant plus du côté humain, avec notamment, j'ai pas mal touché aussi au tourisme. Et ce qui est assez intéressant dans ces expériences-là, c'est que j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler avec des gens de plein d'autres disciplines, beaucoup, beaucoup. Et alors, comme je disais, souvent, c'était drôle parce qu'ils me voyaient arriver en tant que géographe, ils disaient, bon, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apporter? A priori, il y avait déjà les cartes, c'était une première chose parce que les anthropologues n'avaient aucune idée dans la plupart du temps de faire une carte du territoire sur lequel ils travaillaient. Les gens de Sciences Po, ce n'était pas non plus un réflexe automatique et c'était assez drôle. Puis en ce qui concerne le tourisme, j'ai beaucoup travaillé avec les gens d'études urbaines. Puis études urbaines au Québec, c'est pas mal eux qui gèrent le tourisme. Et tandis qu'en France, les géographes, c'est eux qui gèrent les études touristiques. C'est ça qui était devenu amusant, c'est que autant ici, il fallait justifier pourquoi la géographie était pertinente pour le tourisme, alors qu'en France, c'était l'inverse. C'était ceux qui n'étaient pas géographes qui devaient justifier pourquoi ils travaillaient sur le tourisme. Et pour terminer, maintenant, je travaille beaucoup avec la géopolitique, avec notamment la chaire Raoul Dandurand. Et c'est super drôle de voir comment tous les gens avec qui je travaille sont en Sciences Po. Et ils me regardent quand même toujours un petit peu d'un air, tu sais, genre, qu'est-ce que tu connais à ces choses-là? Là, tu es un géographe. Puis c'est intéressant ce que tu disais, Laurie, tout à l'heure, et tu as tout à fait raison, parce que quand on intervient dans les médias, mais là, en plus, il y a beaucoup de gens qui interviennent dans les médias, qui sont des géographes, mais qui ne le disent pas. Mais il faut quand même, il y en a qui le font volontairement. Il y a aussi quand même le fait que les gens qui organisent les journalistes n'aiment pas qu'on ait plusieurs désignations. Ils prennent en général une étiquette et ça va rarement être prof de géo à l'UQAM. Donc, je le dis régulièrement, là, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'autre jour, la fille des communications de l'UQAM, par rapport à un article qui était paru dans la presse, elle me dit, ça dit que vous êtes rattaché au Cerium, est-ce que ça veut dire que vous avez quitté l'UQAM? J'ai dit non, je leur ai dit que j'étais en géo à l'UQAM, mais ils n'ont juste pas mis ça, ils n'avaient pas l'intention. Bon, c'était ça très rapidement. L'autre chose, c'était le DESS en SIG, dont Laura va vous parler de manière plus concrète dans quelques instants. Il a plus de 30 ans, il est connu, je pense, par à peu près tout le monde ici. Et alors, il a changé de nom parce qu'il s'appelait DESS en SIG pendant très longtemps. Laura, tu l'as fait, c'était un DESS en SIG. Maintenant, c'est devenu le DESS en géomatique. Et c'est pour des raisons, alors parce qu'on s'est rendu compte que SIG, ça ne voulait pas dire grand-chose dans beaucoup de cas. Il y avait des départements, il y avait des gens qui travaillaient dans le domaine, la géomatique était devenue le terme qui définissait ce que nous, on appelait système d'information géographique. Il y a toujours eu une question de désignation par rapport à ça. Puis c'est un programme qui est assez particulier. On parle de géographie, mais il ne s'adresse pas a priori uniquement loin de là aux géographes. C'est-à-dire que
c'est ouvert à peu près à toutes les disciplines et on a eu des gens venant de plein d'horizons. Et ce qui était assez intéressant, c'est que sur une année donc à temps plein et 2 années à temps partiel, on avait des cours théorique et un stage dont Laura va vous parler dans quelques secondes plus en détail, qui est un peu le cœur du DESS, parce que le DESS, il avait une vocation dès qu'il a été créé, c'était un diplôme professionnalisant. Il s'adressait à des gens venant de plein de disciplines différentes, mais aussi de plein d'horizons différents. Et pendant des années, puis comme je vous ai dit, moi je suis arrivé à l'UQAM en 97, donc passé quelques années comme prof dans ce programme-là et j'ai vu passer beaucoup de personnes étudiantes, certaines venant du Québec, mais plus de la moitié venant d'ailleurs. Et c'était aussi une manière, alors pour certaines personnes, de découvrir certaines notions géographiques, mais aussi pour des gens venant d'autres parties du monde, ben de s'initier au Québec à sa manière de faire, à certaines de ses caractéristiques, et donc de potentiellement faciliter le passage à la vie professionnelle au Québec. Et ça a été longtemps beaucoup une de nos forces et un des éléments dont on était très très fiers, une de nos fiertés, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés des emplois à travers le DESS en cycle, n'étant pas forcément des géographes, mais aussi des géographes, parce que à travers ça, et en revenant un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure et dont on parlera sans doute après, c'était le fait que c'était beaucoup plus facile potentiellement de se trouver un emploi en disant qu'on avait une formation en géomatique qu'en géographie dans plein de domaines, parce que là, au moins, les gens avaient une tendance à mieux savoir de quoi on parlait, sauf que DESS ne savait pas ce que c'était. Ça, c'était un autre élément qui était assez parqué, dont Laura pourra sans doute vous parler. Je te passe la parole, Laura. Merci beaucoup, Yann. Moi, je vais vous partager. Qu'est-ce que je vais vous partager mon écran? Merci à tous pour être là. Est-ce que vous voyez? Oh, mon On le Dieu. voit, merci. Oui, vous voyez? Est-ce que vous voyez en tant que présentation? Là, Oui. c'est bien. OK, parfait. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laura Barreto Palacio. Je suis en ce moment agent de recherche en SIG historique au Laboratoire d'Histoire et Patrimoine de Montréal, aussi que la coordinatrice de leur projet numérique. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours et je vais vous parler beaucoup de qu'est-ce que je fais en tant que cartographe historienne ou personne qui travaille en géomatique historique. Donc, en fait, comme Yann disait, moi, je suis arrivée au DSS par des circonstances de vie un peu différentes. Mon parcours, en fait, mon background, Laurie disait tout à l'heure que pour elle, la Terre, c'était une boule en laine. Pour moi, la Terre, c'est une roche, une roche compacte. J'ai un bac en sciences de la Terre et des planètes, donc en géologie, si on veut, de l'Université de McGill, dont je me suis graduée en 2012. Et par après, comme je vous montre dans mon tout premier slide, j'étais géologue de terrain pour une compagnie en exploration minière dans le Nord. Donc, il y a beaucoup de sujets ici aujourd'hui de ces compagnies qui me rejoignent en fait. J'ai travaillé tout près de la ville de Shefferville, oui, village, dans le nord de Québec, où j'étais géologue de terrain. Donc, je suivais des photos d'exploration minière. On cherchait pour tout faire. Donc, j'ai sorti quelques photos que j'ai trouvées. Et puis, c'est dans ces boulots de géologue. Donc, c'est là où je pense qu'il y a quand même un bon pont à faire avec la géomatique, comme quoi que nous, on s'en sert dans beaucoup d'autres professions. Je pense que même nous, en tant que géomaticiens, on se rend pas compte, en fait, de comment c'est répandu. C'est là où j'ai eu, moi, ma première expérience vraiment avec les SIG, avec la géomatique, avec la cartographie. Les 2 premières semaines que j'étais à Shefferville, ils m'ont dit, ben, Laura, vas-y à ArcMag, fais-moi une édition des données, édite cette couche de polygones
et puis fais-moi une carte. Et moi, j'étais devant l'ordinateur. C'est quoi ArtMap? C'est quoi un polygone? C'est de quoi vous parlez? Et c'est pas des cours, malheureusement, qui étaient pas donnés pendant ma formation en tant que géologue. Donc, ça a été la découverte sur le terrain vraiment un peu à la force. Euh, je me suis fait dire après que j'ai fini la carte que j'avais pas utilisé le bon rouge. Mais moi, je savais qu'il y avait plusieurs sortes de rouge pour utiliser dans la carte. Donc, je vous dis, c'était vraiment un apprentissage très, très steep, très, très vite. Donc, entre 2012 et 2015, j'ai suivi des tutoriels en ligne, la documentation d'ArcGIS. Dans le temps, c'était la suite qu'on utilisait dans l'entreprise. Toutes sortes de cours en ligne, de tutoriels que je pouvais suivre. Et puis, à un moment donné, j'ai fait aussi une mini recherche sur les sources historiques un peu de qu'est-ce qu'on avait en tant que cartographie et géologie dans la région et des autres compagnies qui avaient déjà fait des explorations minières dans ce secteur. À la fin des années 2014, la compagnie me fait signe que malheureusement, ça allait être la fin de mon contrat une année plus tard. Et je me suis dit, bon, moi, je suis tombée en amour avec les cartes pendant les 3 années avant. Et c'est vraiment devenu la chose que j'aimais plus le faire. J'ai même demandé de rester à Montréal pour que je puisse faire les cartes et ne pas avoir besoin d'aller en terrain. Je me suis dit, si je veux un autre boulot en cartographie, un autre boulot en tant que géomaticienne, j'ai besoin de compétences beaucoup plus approfondies parce que je me suis enseignée moi-même avec des tutoriels en ligne, mais je savais que ce n'était pas assez, qu'il me manquait beaucoup, beaucoup plus. J'avais beaucoup de lacunes. Il y avait beaucoup de choses que je le faisais un peu automatiquement parce que le tutoriel m'a dit de faire X, mais je ne comprenais pas le pourquoi en arrière de ça. Donc, 2015 arrive et je découvre ce DSS en SIG à l'université et je me suis dit, ben, ça y est, c'est exactement ça qu'il me faut. Moi, je lisais la liste de cours, une beaucoup plus intéressante que la prochaine. Les stages, pour moi, c'était très attrayant aussi parce que j'avais l'opportunité peut-être de mettre mes compétences dans un autre contexte, peut-être que la géologie, où j'aurais pu peut-être dénicher quelque chose en géologie, on ne sait pas. Euh, mais c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc, j'ai pas de photos pendant les DSS parce que c'était un an intense. Je n'ai pas eu le temps de prendre des photos. C'était une année vraiment intense. Et j'ai travaillé encore pour la compagnie pendant mon premier trimestre. Donc, je pouvais appliquer en temps réel ce que j'apprenais au DSS dans mon boulot. Et puis, et puis c'est ça. Donc, vraiment, vraiment, une des plus beaux années de ma carrière. Et c'est là, le, le stage m'a donné la porte d'entrée, si on veut, à l'HPM. Donc, j'ai déniché un stage de 8 semaines qui s'est maintenant étendu à 10 ans au Laboratoire d'histoire du patrimoine de Montréal, qui est un laboratoire en partenariat dédié à l'avancement des connaissances sur l'histoire et le patrimoine urbain, surtout à Montréal. Il contribue à la recherche, au soutien, à la diffusion des savoirs et accompagne les organismes publics, culturels et communautaires dans l'interprétation et la mise en valeur du patrimoine. Les laboratoires, on a la chance qui avait déjà un axe très cartographique là-dedans. Ils avaient déjà une plateforme qui s'appelle le système de cartographie d'histoire de Montréal, donc schéma que je vous présente ici à côté. Ils avaient déjà une plateforme de cartographie en ligne. Déjà, c'était quand je suis arrivée. Donc, pour eux, ce qu'ils voulaient avec ça, c'était la diffusion, la vulgarisation et la diffusion de leurs données de recherche en histoire pour qu'ils puissent être disponibles pour le grand public. Donc, Schéma, je ne vais pas trop vous présenter, mais en fait, c'est une compagnie
basée à Chicoutimi, c'est développé par MapGears, donc c'est une compagnie québécoise qui l'a développée. Elle est surtout basée sur le open source. Et puis, c'est ça. Donc, c'est la plateforme interactive, de cartographie interactive qu'on utilise au laboratoire. Donc, le but de mon stage, si on revient vraiment à le stage, vraiment, qu'est-ce que j'en avais besoin? C'était, il y avait beaucoup de géoréférencement des cartes. Donc, des géoréférencements des cartes anciennes. Des géoréférencements des cartes anciennes que je ne connaissais pas du tout. Ben, je connaissais quelques cartes géologiques, mais je ne sais pas si c'est vraiment la même ancienneté de la carte elle-même. Et c'est en fait une des plus grosses sources de données qu'on utilise en histoire, en recherche en histoire appliquée, en patrimoine local surtout. C'est fameux pour moi, peut-être pas pour vous. C'est des plans d'assurance incendie qui ont été créés à la fin des années 1800 jusqu'à peu près 1965. Et puis, ils ont été dessinés pour aider les compagnies d'assurance à évaluer les risques d'incendie et à tarifer les polices d'assurance. Donc, on est loin qu'ils n'essayaient pas vraiment de comprendre le territoire. Eux, ils voulaient charger les gens, tarifer les gens et évaluer un peu les risques d'incendie. Donc, ces sources est d'une qualité exceptionnelle. Je vous montre ici un petit zoom. On en trouve une grande quantité de détails très intéressants, la disposition des bâtiments, les matériaux qui ont été utilisés pour leur création, leur adresse, le découpage cadastral et parfois même aussi le nom des commerces, des industries, des institutions et des fois même leurs propriétaires. Donc, comme vous pouvez voir, pour nous, pour les laboratoires, et nous qui sommes en recherche du patrimoine vraiment local et localisé. Quelqu'un parlait tout à l'heure de très localisé, très en petite échelle. Et là, c'est quelques coins de rue. Là. On ne peut pas aller beaucoup plus petit que ça. Donc, ces plans, non seulement ils sont extrêmement détaillés, mais un de leurs plus grands avantages, c'est que la même zone était recensée plusieurs fois pendant la période de temps que je viens de vous donner. Donc, par exemple, ça ici, je vous montre un plan d'assurance incendie qui couvre tout près de l'UQAM. On est où Sainte-Catherine et Saint-Denis, donc on est vraiment pas loin là, Sanguinet. Je pense que notre bâtiment, c'est peut-être ici, juste de l'autre côté. De 1926, mais la même planche existe en 1914 et puis plus tard en 1940 et 1950, à peu près dans ces années. Donc, on pouvait facilement, à l'aide de ces plans, avoir vraiment une évolution de la zone. Donc, pourquoi que je vous présente tout ça? C'est parce que le but de mon stage, quand je suis arrivée, c'était de géoréférencer ces plans, mais ces plans, il y en avait partout à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le temps? Et je vous montre les index qui étaient dans les sites web de la BNQ dans le temps. Et je pense qu'ils ont pris un index d'utilisation du sol de la ville de Montréal et à main levée, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, ils ont dessiné les contours de ces différents volumes qu'ils avaient dans leur collection. Et c'est un peu comme ça que les historiens dans le temps cherchaient dans les données. Donc, ils venaient ici, ils disaient, ah, bon, ma zone est à peu près ici au volume 5. Et puis, ils arrivaient ici et ils pouvaient trouver, il fallait qu'ils passent. Il y en avait quelques-uns qui ont ces sortes de légendes ou des index déjà au début. Il y en a plusieurs volumes qui n'ont pas cette première page. Donc, tout ici, c'est juste les planches, les unes suivies par les autres. Et les gens, il fallait qu'ils essayent de chercher là-dedans pour trouver l'espace ou l'emplacement qu'ils avaient besoin. Donc, moi, je me suis dit, c'est ça, je vous montre ici. Donc, si on zoome un peu sur le volume 3, c'est ça qu'ils savaient un peu dans le temps. Donc, mon idée,
parce que j'étais toute fraîche de ma formation en SIG, en fait. Je me suis dit, ben, la première chose qu'il faut faire, c'est un vecteur, une couche vectorielle, une couche numérique qui nous permet vraiment de savoir quelles rues tombent dans quel volume et pouvoir suivre, en fait, les géoréférencements de ces cartes-là. Donc, en effet, c'est la première chose que j'ai fait. C'est la première étape, la toute première. Puis, une fois que j'ai pu trouver exactement c'était quoi, j'ai mis un peu de transparence là dans mes polygones pour voir à travers le nombre de rues et donc la zone que j'en avais besoin de géoréférencer. J'ai enclenché un géoréférencement de ces anciennes cartes euh, qui sont vraiment c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous en histoire. Puis là, je m'inclus comme historienne maintenant, après 10 ans de les travailler. Quelques défis de géoréférencement et quelques défis qui n'ont pas les géographes ou les géomaticiens actuels, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources de données qu'ils peuvent utiliser pour aller trouver des points de contrôle, des points de référence. Nous, en histoire, malheureusement, on est un peu pris avec la problématique des les sources qui existent sont les sources qu'il y a et c'est très rarement qu'on va pouvoir aller en terrain chercher notre propre donnée. Donc, pour nous, au labo, un peu la façon qu'on a trouvé de mieux géoréférencer ces cartes, c'était d'utiliser les lots. Donc, on avait deux sources de lots. On avait les lots, une source de lots de 1881 qui avait été fait par une équipe de recherche de l'Université de McGill pendant les années 90, qui faisait partie du partenariat au labo. Donc, on avait accès à ces données. Et puis, on couche de la Banque de données cadastrale du Québec, que ça, il y en a, bon, ça s'est répandu là, tout au Québec, en a. Pourquoi qu'on utilise les lots et pourquoi qu'on vise là-dedans? Et la modification de rue, pensez à chaque fois que n'importe quoi était élargi, les rues étaient élargies pendant le temps, les bâtiments étaient trop modifiés pendant le temps, on ne pouvait pas les utiliser vraiment comme une bonne source pour trouver un contrôle, comme il m'avait bien enseigné au DSS. Et donc, les lots, c'était ce qui restait le plus fiable pendant les années. Et vu que j'avais des lots très anciens puis des lots plus nouveaux, indépendant quelle année je référençais, je pouvais trouver un nom des similarités. Donc, à fur et à mesure, j'ai référencé chacune de ces planches, de chacun de ces volumes. Et puis, en même temps que je faisais les géoréférencements, on reste en géomatique, on reste dans des polygones, on reste dans une couche. Je me suis dit, bah, il va falloir faire, c'est le moment aussi de faire une indexation de chaque volume lui-même. Donc, je faisais le suivi du géoréférencement de chaque planche. Au fur et à mesure, je me créais cet index maintenant qui était vectoriel. Et puis, avec le même index, j'ai réussi par la magie digitale. En fait, j'ai dû apprendre un peu digital. Ça, c'était pas quelque chose qu'on avait vu au DSS, mais on venait avoir un très bon cours de Python où on me montrait beaucoup de géotraitement avec la suite ArcGIS. Mais dans le temps, je me suis dit, mais si c'est fait avec ArcGIS, je peux aussi le faire avec GIDAL sans problème. Ils doivent avoir des choses. Donc, je peux quand même transposer ce que j'ai appris au DSS, même si ce n'était pas l'outil lui-même qui m'avait été enseigné. Donc, on découpe toutes ces planches-là. Donc, c'est mon vecteur vraiment d'indexation. C'est devenu aussi un vecteur de découpage pour créer vraiment une zone très... c'est très petit, comme je vous dis. C'est très petit. Le cam est ici. Les planches elles-mêmes sont très petites, mais c'est ça. Chacune était vraiment bien découpée à la zone demandée ou à la zone représentée dans la carte, pour à la fin arriver à faire une mosaïque de tous les volumes au complet avec toutes les planches qui étaient disponibles dans le temps.
Donc, vous allez me dire, mais Laura, pourquoi que tu as fait ça? Pourquoi même faire une mosaïque de tout ça? Et en ce moment, au laboratoire, on était pour faire une exposition au musée de Fiermonde qui se trouve aussi au centre-sud. Et ce plan-là, il est utilisé en tant que carte de base pour montrer les résultats de la recherche puis l'exposition. Donc, on avait intérêt à faire une très belle carte de base historique, et très propre et très nette. En même temps, pendant que je faisais une présentation un peu comme ceci, que j'expliquais aux autres historiens comment que j'ai réussi à faire les choses, la BNQ, étant un partenaire du laboratoire, est venue et dit, mais c'est absolument ça qu'il nous faut. On va changer notre petite carte index fait à la main levée, un stylo bleu, et on va quand même implémenter les cartes, les cartes index que tu viens de faire. Donc, grâce à la plateforme de schéma, je peux mettre c'est exactement les mêmes couches vectorielles qu'on a vu tout à l'heure, que j'avais vraiment commencé tout début. On a pu les mettre en ligne. La couche vectorielle, bien sûr, on peut la explorer. Et puis, chaque fois qu'on clique dans un volume différent, on a un petit pop-up qui nous dit les différentes années pour lesquelles ce volume est disponible. Donc, 1926, 1939. Juste là, il y en a 6. Donc, ce même volume a été refait 6 fois à des années différentes. Et il y a la même chose pour toutes les autres divisions que vous voyez dans l'écran. Et puis, quand c'était possible, donc quand moi j'avais fait un géoréférencement des cartes, puis quand j'avais créé un index encore plus détaillé, l'index de ce volume aussi a été donné, a été mis en ligne pour la diffusion des données. Donc, ça a commencé par un petit projet facile, vecteur, une petite couche vectorielle pour savoir où on était au labo. Ça a pris des ampleurs et ça ici, dans ce cas-là, c'était une couche de découpage. Plus maintenant, c'est vraiment une couche de diffusion. On arrive vraiment à la diffusion à grande échelle au public pour faciliter la recherche et faciliter la recherche puis l'utilisation de ces plans qui sont, en fin de compte, extrêmement importants pour nous, les historiens. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres professions aussi qui s'en servent. Je me demande si les gens en assurance, ils les regardent toujours pas, s'ils vont pas les consulter de manière quand même assez souvent, exactement pour voir dans le temps c'était quoi les matériaux qui étaient utilisés dans ces maisons. Donc, comme je vous disais, ça devient non seulement une source primaire, mais pour nous, au laboratoire, ça devient un outil de diffusion, un outil de diffusion. On fait des cartes de base, quelqu'un parlait de Google Maps tout à l'heure, on fait notre propre Google Maps ancien pour montrer la recherche et aussi, mais en même temps en valorisant ces plans et ces instruments de recherche. Je pense que c'est la fin. Ouais. Donc, ça, c'était ça fait c'est une grosse partie de mon travail au laboratoire. Le dernier volume qui a été mis en ligne, je pense, date de 2024. Donc, c'est vraiment, c'est un chantier en cours, en continu. L'expérience acquise au DSS, c'est exactement ça qui m'a laissé construire ces projets. C'est grâce à toutes les connaissances qui venaient toutes frais d'être acquises que je me suis dit, OK, je suis capable, je peux faire un vecteur, je peux faire un index, je peux relier tout ensemble pour les montrer. Donc, c'était vraiment où je peux faire Bon, au tout début, c'était juste des lignes de commande digitales pour pouvoir couper, faire des boucles pour pouvoir couper les cartes parce que couper chaque carte une par une, ça aurait été extrêmement long. Donc, cette idée de
automatiser, de faire des boucles, de faire du codage, c'est pas quelque chose du tout que j'avais quand je faisais mes petites cartes géologiques où je mettais légende à la légende. C'était pas du tout ce que je faisais en 2012. Donc, les DSS pour moi, c'était un tournant vraiment dans ma carrière, puis dans mes savoirs cartographiques. Ce que vous voyez pas, donc quelques petits défis que j'ai eu, si on veut, en sortant du DSS, puis vraiment en travaillant avec des sources, puis avec des plateformes. C'est que ici, par exemple, pour montrer une carte assez propre, interactive, moi, pendant une année, ils m'ont dit, Laura, il faut que tes données soient normalisées. Il faut que tes bases de données, la normalisation des bases de données, on passait quand même un peu de temps là-dedans. Je me demande si on ne se faisait pas enlever des points quand ils n'étaient pas normalisés les tables comme il fallait. Mais en arrivant, j'ai dû être affrontée à des limites des plateformes cartographiques, point à la ligne. Je n'avais pas le choix de tout dénormaliser. Donc, au début, je me sentais même j'ai triché. J'ai triché ce qui venait ce qui venait de m'être enseigné. Mais je disais, bon, personne regarde et pourtant j'ai une belle carte à la fin, donc je pense que c'est valide. Mais à un moment donné, il faut faire les choix. Par exemple, dans cette carte-ci, pour faire apparaître l'étiquette juste une fois et non voir les 4 ou 5 étiquettes des polygones qui se superposent les uns par les autres. C'était juste ça, c'était un défi. Des petites choses comme afficher les infobulles par ordre, par date. Juste ça, c'est un défi en tant que tel dans la carte interactive dont je travaille. Et c'est ça. Et d'autres problématiques, et là, c'est des défis plus pour les historiens. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble de nos travaux dépend des sources historiques disponibles. Donc, si les cartes elles-mêmes ne sont pas exactes, si je me permets ici de retourner à... Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Désolée si c'est un peu... Je ne sais pas si vous pouvez les voir ici très bien, mais ces cartes-là, comment ils faisaient des modifications dans le temps, c'est qu'ils avaient déjà fait une première impression, puis toutes les modifications qui suivaient, c'était comme des bouts de papier qui modifiaient puis venaient coller à la carte. Donc là, je vous montre une quand même assez propre, mais ça peut prendre des ampleurs à comment que la carte s'affiche vraiment. Donc, j'ai dit toujours, moi, j'enseigne ça au laboratoire, aux autres, surtout les historiens, pas tout à fait des géomaticiens, mais aussi les historiens, de comment je référence ces cartes. Donc, moi, dans ma passion de la géomatique, j'essaie de répandre ça au plus de gens possible. Mais aussi, ici, dans cet exemple, on ne peut pas être plus exact que la carte. Si la carte a été mal collée, puis je ne veux pas dire mal collée, c'est des cartes que ça date d'il y a 100 ans. Et ce n'était pas fait, je dis toujours, ces cartes-là n'ont pas été faites pour être géoréférencées. C'est pas ça qu'ils avaient dans la tête quand ils les ont construits. C'est sûr qu'il y a des limites à la carte elle-même, puis à l'exactitude. Donc, on ne peut pas être plus exact de ce qu'on a comme source. Et puis, mais on essaye le plus de que ça marche correctement pour pouvoir faire une bonne recherche en arrière et assigner les bonnes personnes aux bons endroits et au bon lot. Voilà, qu'est-ce que j'avais pour ma petite histoire. Donc, je vous rejoins dans beaucoup de vos commentaires et de vos soucis. Tout à l'heure, vous parlez beaucoup des cartes et vous dites, ah, mais nous, c'est pas juste les cartes. Et les cartes. Mais pour moi, les cartes sont géniales. Pour moi, les cartes, pour moi, c'est vraiment plus un outil de diffusion que quelque chose que je trouve que ça me contraint, en fait. Et je vous rejoins quand vous parlez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on donne comme notre titre. Quand quelqu'un me dit, c'est quoi ton boulot? C'est difficile de dire je suis agent de recherche en SIGACH.
dans un laboratoire d'histoire. Donc, je vais, la plupart des temps, je vais dire que je suis la cartographe. Et là, les gens comprennent un peu plus, peut-être, de c'est quoi le boulot, mais je pense pas qu'ils comprennent. Ben, en fait, on l'air de sembler, ils semblent comprendre plus, mais je ne sais pas si vraiment ils comprennent plus qu'est-ce que ça prend pour tout ce qui est en arrière de ces cartes. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Laura, c'est super gentil, c'était super intéressant. Si les gens dans l'assistance, vous avez des questions plus précises pour ce deuxième petit duo-là, je vous laisserai les poser, mais sinon, en fait, il reste à peu près 35 minutes là, à notre moment ensemble. Donc, on peut aussi y aller dans la grande discussion, mais n'hésitez pas à poser des questions à Laura et Yann aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer? Oui, Martin, vas-y. Oui, en fait, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, Laura, merci. Ce que je dénote dans ça, ce qui est intéressant, c'est que souvent, puis c'est le cas chez Hydro-Québec, entre autres, je mène des gros combats entre ce qui est de bâtir des données, puis ce qui est de conserver un aspect cartographique thématique et même la carte imprimée en bout de ligne. Toi, tu fais le pont, tu mentionnes bien, tu nous as présenté toute la technologie derrière, puis on développe vers ton appréciation du format cartographique final. Puis moi, je trouve que c'est important de conserver ça parce que c'est pas le même point de vue. Tu sais, tantôt, il y avait Yvan qui parlait de Google Maps, puis de l'utilisation qu'on en fait. Mais il ne faut pas se limiter à des sigles, il faut voir au-delà, puis il faut voir le territoire dans son entièreté des fois, ou dans un aspect plus large, à une échelle, comme mentionnait Christian tantôt aussi, là, aux différentes échelles qu'on peut travailler, bien, ça se fait bien avec une carte, comparativement hein, qu'avec un système. Puis, ce que je voulais revenir aussi, c'est, je regarde mes notes tranquillement, que la carte aussi, ça représente un cliché temporel. C'est ça qui est intéressant aussi comparé au système d'information, au Google Maps de ce monde, c'est qu'on a un cliché dans le temps qui est daté, qui a de l'information qui est précise à une période donnée. Je vais laisser de la place aux autres un peu, oui. Voilà, c'était mon commentaire sur ta présentation, Laura. Merci, Martin. Laurie, tu avais la main levée, tu l'as baissée, tu veux te parler? Ouais, je vais garder ma question pour plus tard, juste pour pas trop dévier du sujet principal. C'est bon. Anne? Oui, bonjour. Anne Sassenang, je suis agent de recherche au département de géographie de l'UQAM. Donc, je suis collègue de toutes les personnes sur le panel ce matin. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir. Puis, merci à Charlotte et Laura de partager là, vos expériences. Puis, en fait, que vous êtes vous donnez des perspectives distinctes et complémentaires de ce qu'est la géographie, puis où les géographes peuvent intervenir et réaliser des carrières, mais aussi apporter de la formation et partager les compétences. Puis je reviens sur ta présentation, Laura, que j'ai trouvé intéressante parce que on entend souvent les commentaires. En fait, c'est pas vraiment une question plutôt qu'un commentaire. On entend souvent puis on l'a entendu ce matin aussi, je l'ai entendu lundi aux conférences de lundi où on parle des géographes, on s'identifie comme généraliste. Moi, je suis géographe depuis plus de 28 ans. On s'identifie comme généraliste, mais on est spécialiste en même temps, donc on a les deux. Puis je trouve intéressant le témoignage de Laura, puis Charlotte aussi en même temps, où vous avez des parcours qui montraient aussi un talent, puis des compétences, des aptitudes chez les géographes qu'on a d'adaptation, d'adaptabilité à différents contextes, où on est capable de partager les expertises de géographes. Puis Laura, même tantôt, tu as un parcours de géologue, une Oui, formation ensuite en géomaticienne. Tu t'identifies oui. comme géographe, puis tantôt, quand tu parlais de ton travail d'équipe, tu as dit, ben nous, les historiens, historiennes, ben, tu as tous ces portraits-là, puis souvent, c'est un peu l'identification qu'on a dans nos travails, dans nos emplois, où nous-mêmes, on s'identifie à plusieurs parcours, plusieurs portraits, ce qui nous permet un peu d'avoir
d'être généraliste, puis même aller au-delà de ça. Fait que je trouve intéressant dans vos deux cas, là, les témoignages que vous avez, je trouve que ça trace un portrait qui est assez réaliste de la géographie, qui est beaucoup plus, qu'on est au-delà là, des atlas puis des capitales du monde. Oui. On est vraiment là, sur le terrain, là, sur ce qu'est vraiment une géographe, un géographe. Là. Donc, en tout cas, je trouvais que c'est des portraits vraiment qui reflètent bien la réalité. Merci. Merci. Christian? Oui, j'allais dire, on a rarement, les géographes, un parcours linéaire. On est souvent des généralistes, puis j'ai pris une petite note pendant que tu parlais, Laura. Tu sais, je me disais, on est formé pour aucune profession, mais ce qu'on fait comme profession nous oblige nécessairement à nous spécialiser un petit peu dans quelque chose, malgré tout. Puis on a tous des intérêts divers, fait qu'on y va souvent avec nos intérêts. Et juste à dire, moi j'avais une quête qui était trouver la carte la plus ancienne où on voit le lac Témiscamingue et le lac Abitibi. Et Mhm. à force de chercher, j'ai fini par créer une page Facebook qui s'appelle Carte ancienne de l'Abitibi-Témiscamingue. Je crois l'avoir trouvée, là, elle date de 1688. Puis, bon, moi, tu sais, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que sur les cartes anciennes, en tout cas celles de 1688, ils ont beaucoup de difficultés avec la longitude. Estimer la longitude, là, pour les explorateurs, c'était pas facile. La latitude, ça allait, mais en tout cas, ça, c'est des choses, c'est des intérêts qu'on a, mais voilà. Puis si je fais un petit bond en arrière pour faire un lien avec ce que Laurie et Charlotte ont dit, puis aussi Yvan, tu sais, la question du géographe, c'est pas mal où. Euh, c'est la question principale. Et là, on est dans la description et là, on se rapproche de l'encyclopédie. Mais on a deux questions secondaires au où, c'est pourquoi là? Et là, c'est une question qui est un peu maladroite, mais comment ça se passe à cet endroit-là? Alors ça, c'est comme les questions du géographe. Puis là, on est plus dans l'ordre de l'explication. Et c'est là que souvent dans la société, les médias, on n'est peut-être pas autant reconnu pour expliquer les choses. En tout cas, c'est ma compréhension, c'est ma perception des choses, là. Voilà, fait que Laura a un parcours non linéaire, là, une géologue qui devient experte en SIG et qui finalement fait de l'histoire, ben, je trouve ça très beau. Tu as toute mon admiration. Merci, merci. Oui, en effet, le parcours, il n'est pas linéaire, mais il est comme ça. Mais je ne sais pas si, c'est vrai que tout à l'heure, je me suis nommée en historienne. Je ne sais pas s'il y a des historiennes dans la salle et eux, ils seraient fâchés que je me nomme historienne. Mais c'est vrai que ça fait quand même 10 ans. J'ai quand même une expertise dans des sites historiques à Montréal, on ne va pas se le nier. Et je suis, bah, je ne veux pas trop me vendre, mais des fois, les gens viennent me voir pour me demander, Laura, as-tu des connaissances de cartes XXX dans le territoire que je pourrais m'en servir pour rechercher telle chose? Donc, c'est sûr qu'à fur et à mesure que je référençais ces plans d'assurance et beaucoup d'autres cartes qui étaient aussi encore plus anciennes, et ça m'a donné une certaine expertise. Je ne sais pas si je pourrais m'appeler moi-même historienne, mais pourquoi pas? Yann, vas-y. Merci, Caroline. Pour commencer, la capitale du Zimbabwe, c'est Harare, juste pour dire des niaiseries. Il y a des personnes qui me connaissent assez pour savoir que si j'en dis pas, ils vont pas me reconnaître. Mais donc, plus sérieusement, c'est amusant parce que je pense que Christian, enfin, Monsieur le ministre de la Santé le sait, quand il a évoqué l'histoire de la latitude et de la longitude, c'est vraiment particulièrement intéressant. Puis, en tant que cartographe, c'est super drôle parce que la latitude, c'est quelque chose qui est, et ça souligne des problèmes qu'on a en géo à gérer. C'est oui, c'est noté par rapport à la géo, on a des fois des phénomènes qu'on peut analyser de manière totalement objective, c'est-à-dire la latitude. C'est à partir de l'équateur, c'est clair, c'est net et précis. Et un truc qui est complètement subjectif, c'est la longitude, qui est un héritage colonial britannique. Et donc, c'est vraiment
super drôle de voir dans la même chose, la carte et le système de coordonnées, on a des choses auxquelles nous, les géographes, on est confrontés, deux types de réalités, des choses très objectives et des choses très subjectives. Et c'est super drôle de voir, en soulignant ça, Christian, c'était vraiment drôle parce que tu as fait ressortir un des éléments qui est comme presque paradoxal dans la cartographie. Ah, moi, j'avais une petite note pour Christian. En ce moment, j'entame un autre projet de toponymie des anciennes cartes de Québec avec un autre historien et chercheur qui lui aussi a beaucoup de penchés sur les îles. Donc, ça se peut que... C'est quoi les lacs que vous cherchez? Je vais ouvrir le Témiscamingue? son. Je vais ouvrir le son, ça va être plus facile. En fait, le premier explorateur français qui est passé dans la région, il a tenu un journal. Il s'appelle le Chevalier, Pierre Chevalier de Troyes. Il est Oui, passé en région en 1686. Et 786. Et 2 années plus tard, il y a une carte qui a été produite et on voit tout plein de détails le long de son parcours, mais un petit peu plus à l'ouest, il n'y a pas grand-chose, puis un petit peu plus à l'est, il y a des inventions. C'est-à-dire qu'il y a un immense lac qui serait à la tête de la rivière Saint-Maurice, mais il n'existe pas, là. Fait que sur cette carte-là, c'est des choses qu'on voit, là. Mais je pense bien avoir trouvé la carte la plus ancienne, là. En tout Mais c'est cas, le lac. Je peux répéter les noms, là, mais c'est le nom de notre région. En fait, c'est le lac Témiscamingue et le Témiscamingue. lac Abitibi. En tout cas, quand la recherche sera finie, puis il y aura une carte publique diffusée pour les toponymies de Québec qui fait vraiment une belle... ça va être très intéressant pour vous. Je vous enverrai les liens. Puis, ben, pendant que je prends la parole, après ça, je ne veux pas monopoliser, là, mais il y a aussi une question, Monsieur Laroche, vous parliez que les études urbaines en France s'occupaient. Non, en fait, au Québec, c'est plus les gens d'études urbaines qui s'occupent du tourisme, puis en France, c'est les géographes. Moi, je me suis posé la question, là, je donne un cours qui s'appelle géographie régionale, puis il y a toute la question de l'identité régionale. La question de l'identité, on tombe beaucoup dans la psychologie ou dans la perception. Puis, ben, je trouve que c'est un beau sujet à creuser pour les géographes parce que euh, c'est encore lié au territoire et au lieu qu'on habite. Voilà. Fait que c'était mon petit commentaire, là. Je relance ça. Parfait. Yann, peux-tu rebondir là-dessus? Sinon, Laurie, elle a la main levée. Allez, Laurie, c'est à toi. Ah, mais attends, Yann dit oui. Ah oui, oui. Oui, il est d'accord? Non, il dit non. OK, parfait. Il est tellement blagueur que c'est dur de décoder des fois. Ben, moi, merci Laura, ben, Yann aussi pour vos interventions. Puis ce qui me venait en tête en t'écoutant, Laura, en passant en portant tous ces chapeaux-là, c'était elle est où aujourd'hui la place de la géologie dans ta vie? Oh mon Dieu. Ouais. Fait que ça, c'est ma Elle est... première question. J'en ai une deuxième après. OK, OK. Ah, mais je vais répondre la première. Elle est très loin, en fait, elle est quasi inexistante, on va dire. J'ai vraiment pris le DSS pour moi, vraiment, c'était un tournage de carrière et dont je suis encore très reconnaissante. Je ne sais pas si j'étais la meilleure géologue. Donc, pourquoi que je me suis tournée vers les cartes et j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me passionnait. En fait, j'ai trouvé ma passion. Je n'étais pas passionnée de la géologie, mais j'ai découvert ma passion pour la carte. Et donc, à travers de ça, j'ai pu vraiment faire en ce moment un boulot qui est complètement passionnant. Je dis quasi et non pas totalement inexistant, parce que je suis quand même mariée à un géologue. Donc, je reste quand même en contact un petit peu par des liens des amitiés des anciens géologues. Et puis, ça m'est déjà arrivé d'aider mon mari ou mes collègues à faire des cartes pour leur boulot quand ils ne savaient
pas assez de connaissances peut-être en carton. Moi, j'arrivais, je disais, non, non, moi, je sais où trouver la donnée que tu as besoin. Moi, je sais comment faire ça. Donc, j'aide par les côtés, mais c'est ça. Mon lien avec la géologie, c'est vraiment, bah, c'est fini pour l'instant. On verra dans le Merci. futur, mais je pense que, ouais, je vais rester dans la géomatique. Merci. Puis ben, mon autre interrogation, ben, elle s'adresse peut-être à tout le monde, mais c'était pas une interrogation, en fait, plus que peut-être un petit constat que par rapport à l'identité, à la géographie, la relation avec la géographie, puis je me suis demandé en t'écoutant, Laura, tu sais, puis même en réfléchissant sur mon propre parcours, est-ce qu'on ne devient pas géographe en faisant la géographie? Puis ça, c'est pas toujours instantané dans une formation. Ça peut peut-être être un défi aussi de la formation. Euh, je pense juste dans mon exemple, à force de côtoyer les Hans de ce monde qui ont un pied dans le monde professionnel, puis qui racontent aussi ce qui se passe là, puis les collègues aussi, que ce soit en géomatique, en géomorphologie, en hydrologie, c'est à ce moment-là que tu réalises la complexité, tout le monde des possibles de la géographie. J'ai l'impression, tu sais, dans la formation, oui, on touche un peu à tout, mais effectivement, on n'a pas toujours un pied, puis ça s'applique à ce que tu racontais, on n'a pas toujours un pied dans le monde professionnel. Donc, je me disais, ben, finalement, c'est en faisant la géographie qu'on devient géographe aussi, même après un diplôme ou pendant un diplôme, bien entendu, là. Mais en tout cas, c'est peut-être plus une réflexion générale qui m'est venue, là. Merci, Laurie. Il y a sûrement des gens qui vont rebondir là-dessus, je suis certaine. On va laisser la parole à Alexandra. Oui, bonjour, désolée là, pour la caméra ce matin. Moi, là, en fait, je suis diplômée de géographie à l'Université Laval. J'ai eu un parcours, comme Christian a dit, là, pas linéaire. Fait que j'ai commencé avec un certificat en coopération internationale, ce qui m'a amené à aller au Sénégal. Puis après, j'ai fait mon bac à l'Université Laval. Ensuite, ce que maintenant, ma passion, c'est vraiment la cartographie puis la géomatique. Fait que je fais un certificat présentement pour me aller chercher plus là, en cartographie. Mais par contre, je trouve que c'est difficile là, présentement parce que, comme on dit depuis le début, je suis très multidisciplinaire. Je peux faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas spécialiste dans quelque chose. Puis présentement, je suis à la recherche d'emploi, puis je trouve ça très, très difficile. Cet été, j'ai eu un contrat dans le nord du Québec. C'était vraiment le fun, c'était en cartographie, mais parce que j'avais des connaissances qui allaient là-bas, puis qui me connaissaient en tant que géographe. Mais présentement, j'envoie mes CV un peu partout, puis je trouve que c'est très, très difficile. Puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse aller au deuxième cycle là, pour une maîtrise ou un doctorat. Fait que je ne sais pas si vous avez des conseils pour moi, ben, présentement pour débuter là, vraiment la géographie, parce que je touche à la géographie depuis vraiment un bout. Comme je vous dis, je suis allée au Sénégal, fait que j'ai eu beaucoup de choses, là, je suis allée un peu partout. Je travaille aussi pour un organisme de bassin versant, mais c'est ça. Fait que je trouve ça quand même difficile présentement, fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des conseils pour moi. Merci, Alexandra. C'est drôle parce que ben, je vais me lancer, je pense, là, comme Hans, c'est Étienne, pardon, au début, qui disait que j'étais coordonnatrice des stages, mais je suis aussi animatrice pédagogique tout récemment au département de géographie. Puis j'ai fait mon bac puis ma maîtrise au département de géographie. J'ai terminé en 2020. 2020. Puis Laurie, c'était aussi ma directrice, en fait, là, de maîtrise. Puis pour répondre à ton interrogation, Alexandra, tu sais, je côtoie quand même vraiment beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui cherchent un stage. Là, c'est sûr que c'est pas pour le milieu professionnel nécessairement tout de suite, même si des fois l'objectif c'est ça. En fait, là, tu sais, de se trouver un stage en espérant aussi que ça va, un peu comme Laura, en fait, là, tu sais, de trouver un stage, puis finalement, ça fait 10 ans qu'elle est là, fait que ça, c'est vraiment une histoire vraiment super belle. Euh, puis c'est ça, les étudiants, ben, euh, aussi, pour se trouver un stage, c'est un peu compliqué, je pense, soit pour les stagiaires, les futurs stagiaires, ou même quand on termine nos études puis qu'on cherche un premier travail, surtout parce qu'on n'a pas d'expérience. C'est un peu compliqué de chercher un travail parce qu'il faut tellement éplucher les offres d'emploi, puis
comme s'imaginer, en fait, OK, c'est quoi mes futures compétences? Qu'est-ce que je suis capable de faire? À quel point je suis autonome pour faire telle tâche? Puis je pense que c'est vraiment un peu comme, je pense, Laurie le disait aussi dans la présentation au début de son binôme, mais à quel point c'est euh, vraiment une belle qualité, en fait, qu'on est en tant que géographe, de pouvoir avoir cette autonomie-là, puis de à quel point on est distinctif, en fait, puis que la géographie nous offre cette espèce de polyvalence-là dans les compétences qu'on peut avoir, dans les tâches qu'on peut effectuer. Fait que, j'ai pas vraiment de conseils pour toi, Alexandra, à part dire comme lâche pas, puis vraiment épluche bien les offres d'emploi. Puis en même temps, c'est ça, il y a des creux aussi des fois, là, je sais pas, en ce moment, à l'automne, c'est pas une super bonne période pour pour chercher un travail, en fait, là, mais je dirais plus en mode janvier, entre janvier puis mai, là, il y a tout le temps plein de postes. Euh, Fait que voilà, ça va un peu dans tous les sens, là, mais je vais laisser les autres parler. Merci. Martin? Oui, moi aussi, ça va peut-être aller dans tous les sens, un peu comme des géographes finalement. Mais Ouais. ce que je verrais, je vais commencer par te mentionner les stages. Puis suite à la rencontre de lundi, là, aux présentations de lundi, où on a discuté entre autres de comment on peut faire le passage des formations au milieu professionnel. Ben moi, j'en ai jasé cette semaine au boulot. Question de comprendre un peu comment s'intègrent des stagiaires, entre autres chez Hydro-Québec. Puis, c'est de voir qu'il y a un noyau en fait, des ressources humaines qui sont attitrées au stage, mais que dans les professions qui touchent à la géographie, ben, il n'y a pas vraiment de liaison ou d'agent de liaison direct avec toi, par exemple, comme responsable des stages. Puis, il n'y a pas non plus cette flexibilité-là qu'on sent où nous autres, dans le temps, on n'a peut-être pas tout le temps la capacité d'avoir des étudiants en stage, donc d'encadrer un stage universitaire, par exemple. Mais par contre, qu'on aurait de la place pour avoir des stagiaires ou des gens qui viennent se prendre une expérience temporaire en entreprise, qui ne serait pas nécessairement encadrée comme un stage universitaire. On le fait déjà, ça, de toute façon, mais on a des besoins aussi qui sont plus spécifiques et qui demanderaient qui permettraient à des gens qui n'ont pas nécessairement des grandes expériences dans le domaine professionnel, de venir faire une partie de travail avec nous autres, puis de prendre de l'expérience de cette façon-là. Fait que j'ai lancé la discussion chez nous à savoir si on était prêt et ouvert à recevoir ce genre d'entrée-là. Puis, donc, c'est ça. Donc, je vais m'en tenir là pour ces premiers commentaires-là. Puis, Alexandra, ben, il faut continuer, en effet. Il ne faut pas lâcher. Il faut aussi envoyer des CV qui ne sont pas sollicités. Tu sais, il y a souvent des banques, les entreprises gardent en banque des CV pour pouvoir engager ensuite. Puis voilà, donc c'est ça. Merci. Arabelle? Oui, moi j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet-là. Entre autres parce que comme beaucoup de personnes, j'ai eu un début de carrière que j'ai trouvé difficile, entre guillemets. Donc, je veux juste dire d'entrée de jeu, le premier emploi est difficile à trouver. Puis ça, je pense que c'est peut-être pas assez dit. Les gens ont l'impression, fini, on a notre diplôme, on est prêt, on se sent prête à rentrer, puis on n'a pas l'opportunité. Donc, juste de dire, de trouver sa première opportunité, c'est dur. Parce que justement, on n'a pas l'expérience, puis le marché de l'emploi, il va regarder ce que tu as fait de ton expérience, puis il faut qu'on trouve la personne, le groupe, l'entreprise qui va prendre un peu le risque sans que tu aies le background. Des fois, ça se fait à travers les stages, mais des fois, si tu n'as pas eu l'opportunité de faire des stages ou de faire de l'implication, moi, c'est un truc que j'ai recommandé à d'autres personnes que j'ai croisées après en regardant mon propre parcours, de dire, ah, ben, tu sais, des fois, parce que moi, j'ai commencé moi, je suis pas en environnement, mais j'ai commencé à travailler en environnement, puis mon profil ressemblait beaucoup, tu sais, était très, très cohérent pour travailler en environnement. Je me suis dit, ah, si je m'étais peut-être impliquée un petit peu dans un organisme en environnement pendant mes études, ça m'aurait peut-être donné
un petit pas parce qu'il y a tout le faut vraiment pas négliger tout ce qui est réseautage professionnel. De rencontrer les gens, donc, il y a les entrevues, mais aussi juste rentrer en contact avec les gens dans des endroits où tu veux être, puis d'avoir des conversations, de demander s'ils n'ont pas un petit 15 minutes de juste qu'eux te parlent de leur parcours, puis toi, ça te donne un peu l'impression une idée du chemin qu'ils ont fait, mais aussi aussi de te faire connaître un peu partout dans les, tu sais, c'est pas nécessairement fait de façon machiavélique, là, non, mais ça peut te permettre de toi de faire une idée aussi, mais aussi juste le premier emploi, il est difficile. Deuxième élément que je voulais mentionner, c'est en tant qu'excellente géographe que tu es, tu as un parcours éclectique parce qu'en géographie, c'est ça qui nous caractérise, comme on l'a mentionné encore et encore. On est passionné par plein de choses, puis on a un profil. Puis des fois, on a l'impression, on regarde notre truc, puis on dit aïe, 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 j'ai pas de spécialité, j'ai pas de spécialisation, je sais pas comment. Fait que c'est de t'asseoir aussi avec ta propre histoire, puis de trouver comment tu racontes ton histoire. Parce qu'on a beaucoup plus d'aptitudes puis de compétences des fois qu'on a l'impression. Parce qu'on se dit, ah oui, mais là, j'ai pas fait un cours spécifiquement ça ou j'ai pas fait cette expérience-là spécifiquement. Mais peut-être que tu as travaillé dans des projets, peut-être que tu as fait des choses, puis tu en as développé des aptitudes puis des compétences. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses ressortir quand tu appliques sur des postes, quand tu appliques sur. C'est d'aller mettre ça de l'avant. Parce que c'est peut-être pas clair, puis des fois c'est pas clair pour nous-mêmes. Fait que là, quand on se présente en entrevue, on les présente pas, mais on les a, ces forces-là, on les a, ces aptitudes-là. Qui permet dans le fond, fait que c'est de voir un peu de toi-même, assis-toi avec ton histoire, regarde c'est quoi la cohérence, puis c'est quoi les liens entre les différents projets, etc., puis essaie de te faire ressortir ça, puis ça va nous donner beaucoup plus de force après ça en entrevue, puis quand tu te présentes. Fait que ça, c'est mes petits points mais aussi juste de dire, c'est tough. Le premier emploi, là, c'est tough, puis c'est normal, pas que c'est positif, là, mais c'est juste l'esprit humain de une fois que t'as pas, tu sais, puis après ça, plus ça va, ben, plus que tu as d'expérience, puis plus que aussi les employeurs, ils vont faire, ah, mais elle a déjà travaillé à cet endroit-là, puis ils reconnaissent les noms, puis ils se sentent sécurisés par de l'expérience antérieure, mais comme, c'est pour ça aussi que dans un parcours, euh, on a peut-être tous à cœur, en tout cas moi je sais que je vais garder à cœur longtemps mon premier employeur qui m'a vraiment donné ma chance, puis où ce que j'ai pu bâtir de l'expérience, puis après ça, me déplacer dans d'autres. Donc, ces premiers joueurs-là, ces premières personnes-là qui nous accueillent, là, c'est vraiment précieux. Voilà. Merci beaucoup, Arabelle. Merci pour ton partage, Arabelle. C'est drôle parce que je trouve que ça résonne vraiment avec, je pense, le parcours de beaucoup de personnes, mais le mien aussi. C'est-à-dire, je vais juste faire une petite parenthèse avant de laisser la parole à Laurie, là. C'est drôle parce que ce moment-là, en fait, de s'asseoir, puis de se questionner, puis de dire, OK, j'ai fait telle chose, j'ai telle compétence, puis tu sais, de se parler à soi-même un peu, que ça rentre dans notre tête pour être mieux en entrevue, ensuite, même mieux préparé. Pour moi, personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'appeler officiellement géographe. Après, je pense, 2 ans avoir fini mes études. Fait que ça a pris un petit peu de temps pour vraiment l'assimiler. Mais c'est à ce point-là, quand je me suis assise pour me regarder, que c'est à partir de là que je me suis vraiment commencé à m'appeler géographe. Fait que, ouais, c'est vraiment spécial, nos parcours, c'est le fun. Laurie? Oui, ben c'est moi, en fait, Charlotte. Charlotte. Ben, premièrement, je voulais juste te dire, là, Alexandra, j'ai beaucoup d'empathie là, pour ta situation. Je sais que c'est pas facile. Puis j'ai eu d'autres amis aussi qui ont fait justement comme un baccalauréat, pas nécessairement en géographie, mais par exemple en biologie, puis que c'est difficile. Et ils se sont ramassés à finalement travailler en restauration, puis attendre un peu les opportunités. Mais j'aurais envie de dire, là, je connais vraiment pas c'était quoi ta recherche, ton parcours, puis où que tu cherches. Mais par exemple, pour ma part, j'ai un peu appliquer à des places où je n'aurais pas pensé appliquer. J'ai fait vraiment beaucoup de routes ma première année d'enseignement dans le trafic, là, Montréal jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que des fois, ou Saint-Hyacinthe, ça me prenait comme 1 heure et demie me rendre. J'étais vraiment fatiguée. C'est pas si loin que ça, mais j'ai aussi d'autres amis qui enseignent au collégial, qui ont été justement en Abitibi, qui ont dit, ben moi, je vais aller chercher ma première expérience plus en région. Puis Laurie l'a mentionné très rapidement, mais j'ai enseigné au collège militaire, qui n'est pas du tout mon domaine. Mais j'ai appliqué là. Et je m'étais fait un profil LinkedIn, puis c'est eux qui sont venus me chercher en fait là.
C'était vraiment spécial, enseigner à des jeunes militaires, mais ça m'a vraiment permis de bâtir mon CV. Puis, dernière chose que j'aimerais dire aussi, c'est, là, tu as mentionné pas être super intéressé pour aller au deuxième cycle, mais sans vouloir t'obliger à aller à l'école. Tout ce qui est DESS ou justement les micro-programmes, peut-être que ça peut aider. Puis, par exemple, moi, une fois que j'ai commencé à faire le micro-programme sans l'avoir fini, mais moi, j'avais fait un cours sur 5. Puis juste d'avoir dans mon CV que j'étais en train de le faire, ça, c'était déjà mieux, je pense, pour les employeurs. Puis c'est ça, même si j'ai commencé à enseigner quand même rapidement après ma maîtrise, et que j'ai quand même plusieurs entrevues là, qui ne m'ont pas pris. Fait que je comprends vraiment que, ou même des fois, c'est que tu n'es pas appelé là, du tout. Puis aussi, il y a une fille à laquelle je pense en ce moment qui est dans mon micro-programme, que justement, là, je le continue à temps partiel. Puis il y a une fille qui me parlait pendant la pause, puis elle était comme, hey, je suis pas capable de me trouver un stage, j'ai aucun contact dans aucun cégep, ça fait longtemps que j'ai fini parce qu'elle a retourné aux études. J'ai dit, hey, ben moi j'enseigne déjà, tu veux que je donne ton nom à un autre prof, puis finalement, ben, avoir un stage avec nous. Fait que c'est comme des contacts qu'elle a fait dans le micro-programme, mais tu vois, après être engagée, pas avoir fini le programme, puis juste pas prendre le diplôme finalement, mais c'est juste, on dirait que ça a été comme une porte d'entrée. Fait qu'en tout cas, j'espère que c'est sûr que moi, c'est dans l'enseignement collégial, mais peut-être qu'il peut avoir là, des expériences comme ça ou des micro-programmes, comme ça disait tantôt par Arabelle, je pense que les stages, là, ça peut vraiment aider tout ce qui est implication. Fait qu'en tout cas, je t'encourage, puis lâche pas. Merci. Laura. Oui, euh, moi, j'allais rebondir sur ce que Arabelle a dit tout à l'heure. Quand moi, j'ai cherché mon stage, disons que je ne veux pas, je veux pas être méchante comme des labos qui me donnent à manger, mais disons que c'était pas la première emplacement que j'aurais pensé envoyer mon CV pour un stage parce que j'ai aucune idée, j'en avais aucune idée de l'histoire montréalaise. Je suis arrivée à Montréal, j'étais déjà très tard dans mes, dans les années. C'était pas du tout quelque chose où je me posais pour me demander des questionnements sur le patrimoine et sur comment que la ville a changé pendant les années. Et pourtant, j'ai réussi avec notre expertise en géomatique, en géographie, j'ai réussi à rejoindre ce qu'ils avaient besoin. Et, et sur place, j'ai appris énormément de choses. Là, je suis rendue passionnée un peu trop, je dirais même, de l'histoire, mais ce n'était pas du tout le cas quand, quand les CV a été envoyés. Même quand ils m'ont demandé pour une entrevue, j'ai dit OK, bah, je vais passer l'interview, mais c'est un peu bizarre. Et quand ils m'ont accepté, quand c'était moi, et moi, je le sais, j'avais passé des interviews avec des archéologues et des gens qui étaient peut-être plus rapprochés à l'histoire de Montréal. Moi, c'était la surprise complète. C'était comme, mais encore maintenant, des fois, je me demande, mais pourquoi moi? Donc, il faut quand même aller, je dirais, prendre large, même s'il y a des choses ou dans des professions ou dans c'est pas des professions que je veux dire, mais dans des sujets que tu penses que je connais pas beaucoup de sujets, vas-y, parce on n'arrête pas d'apprendre non plus. C'est pas parce qu'on est au milieu professionnel que tous nos apprentissages arrêtent, puis on sait tout, puis c'est fini. C'est l'apprentissage en continu, on le fait à l'université, bien sûr, avec beaucoup de programmes en continu, mais en professionnel aussi, on continue. Et puis si tu as les bases, je pense que regarde, ça peut amener à des belles choses. Donc, décourage-toi pas, puis vas-y, lâche, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va tomber, et puis tu vas tomber en amour avec un autre sujet ou une autre profession. Merci, Laura. On a Yann et Yvan. Puis là, ben, ceux qui veulent rester, en fait, il nous reste 2 minutes officiellement, mais ceux qui veulent rester un peu plus tard que 11h30, ben, on continue si vous voulez à jaser. Mais je passerai la parole à Yann pour l'instant. Merci Caroline. Très rapidement, et en lien avec ce que vient de dire Charlotte, mais aussi ce qui était associé à la discussion jusque-là, c'est que la géographie, c'est peut-être un des domaines pour trouver du boulot qui compte le plus sur quelque chose qui est de toute manière présent pour beaucoup d'autres disciplines, c'est le réseau. C'est dans le sens les anciens de géo, les gens qui ont fait des études de géo qui sont dans différentes
positions qui peuvent à ce moment-là servir de porte d'entrée, dire embaucher telle ou telle personne. Je connais la formation de géographie, je sais ce que font des géographes. Et des fois, on l'a vu beaucoup avec le DESS en géomatique, on le voit beaucoup avec d'autres domaines. Charlotte vient de le mentionner. Ça va être aussi une manière, et c'est aussi une responsabilité pour les anciens de regarder, et puis quand ils voient des CV et tout, de dire, Card, dans les discussions à ce moment-là d'embauche, tu sais, moi je connais bien les personnes qui sont formées en géographie, essayez, donnez-leur la chance, là. Et c'est vraiment, on a besoin et ça fonctionne beaucoup aussi par ça. Merci, Yann. Yvan? Oui, effectivement, comme disait Yann, donnez-leur cette chance. Mais moi, ma lecture, je pars de ma propre carrière ou je parle peut-être même de la carrière de ma blonde ou de mon fils. Euh, un bac, c'est malheureusement pas la fin, mais seulement le début. C'est un tremplin. Il faut vraiment comme bonifier la chose, aller chercher d'autres certificats, aller chercher une maîtrise quelque part et se vendre, pas arrêter de se vendre, donc pour essayer de trouver un emploi. Puis, comme disait Yann, il faut juste comme trouver quelqu'un qui croit en nous, qui comprend ce qu'on est capable de faire. Et à ce moment-là, aussitôt qu'on a un pied dans la porte, c'est là où il voit toute la capacité, toute la diversité, toute la souplesse, et notre capacité de lecture, de la complexité, de la compréhension, de la simplification, de la vulgarisation, puis le transfert dans d'autres domaines à ce moment-là. Donc, donc c'est ça. Donc, mais là, lâche pas, Alexandra, je suis sûr que tu vas y arriver. Merci beaucoup, merci tout le monde. Parfait. Ben, s'il n'y a pas personne qui lève la main, je pense que ça serait ce qui conclurait le panel de ce matin. Merci vraiment beaucoup. Je pense qu'on a eu des belles réflexions, des belles discussions, là, un peu à la blague, mais qui va, oui, dans tous les sens, mais en même temps super intéressante, tellement enrichissante. Puis c'est ça, je pense que pour les géographes qui cherchent un travail comme lâchez pas, débroussaillez bien vos recherches. J'ai vu Arabelle qui a mis Géoréseau là, dans le chat. C'est vraiment, oui, en effet, une très bonne source de. Tu sais, n'hésite pas, Alexandra, par exemple, à aller écrire sur Géoréseau, dire un peu qu'est-ce que tu cherches, qui tu es, pour peut-être aller accrocher justement quelqu'un dans ce réseau-là qui chercherait quelqu'un pour embaucher. C'est fait pour ça. Fait que j'aime-toi pas. Fait que merci aussi à nos deux duos, donc à Laurie et Charlotte pour votre temps, Yann et Laura aussi. Merci vraiment beaucoup d'avoir participé. Merci à vous, chers participants, à l'écoute pour avoir posé autant de questions, avoir été aussi dynamiques. Puis c'est ce qui conclut en fait le congrès 2025 du regroupement des géographes du Québec. Fait que n'hésitez pas pour la prochaine année, en fait les prochaines années, à vous inscrire et à venir écouter les futures présentations du regroupement des géographes.